Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour célébrer les presque 1 an du RGPD. Donc, je suis Laura Lesnel, en charge du développement des offres de formation Les Échos. Le cabinet AS, BMI Système et l'Université de Montpellier et les Écoformations sont donc ravis d'animer cette table ronde pour faire un premier bilan de l'application du RGPD. C'est vrai que ça a changé pas mal de choses dans les entreprises. Ça a été, je pense, l'acronyme qui a été le plus prononcé dans les entreprises ces 2 dernières années. C'est un véritable projet transverse qui appelle plusieurs acteurs de l'entreprise à la mise en conformité, donc les directions marketing, les directions des ressources humaines, bien entendu les directions juridiques. Donc c'est un sujet réglementaire, mais qui pose beaucoup de questions organisationnelles. C'est ce que nous verrons ce matin. Et nous allons commencer donc par un premier bilan juridique sur la mise en conformité et un petit panorama des sanctions avec Gérard Haas. Merci. Je voudrais savoir qui est DPO. Qui est juriste dans une entreprise et qui s'occupe de la protection des données à caractère personnel? Qui est référent informatique et liberté? Qui est avocat et qui a eu au cours de l'année à s'occuper des questions de RGPD? Bravo. Bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, vous voyez, en fait, il y a c'est une nouvelle activité. C'est vrai que je pense que le marché juridique va énormément évoluer avec la création de ce statut de DPO. Et en même temps, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont relativement intéressantes. Alors, je vais commencer juste une petite chose. Donc, je suis Gérard Haas, je dirige le cabinet Haas Avocat, qui est spécialisé depuis maintenant 20 ans sur les questions de transformation numérique. Et le terme que l'on utilise, c'est de dire complice de votre réussite digitale. Nous avons donc plusieurs départements dans le monde digital et j'allais dire que ça fait maintenant aussi 20 ans que l'on est dans le cadre de la protection des données à caractère personnel. Je crois que j'ai lancé ce cabinet en naviguant sur la loi informatique et liberté, avec un problème que l'on avait à l'époque, qui était les services marketing, qui commençaient à se rendre compte que l'utilisateur il fallait le fidéliser, il fallait avoir une expérience client, et donc c'est comme ça que le cabinet s'est monté, et le marketing a créé aussi des besoins d'e-commerce, d'e-marketing, protection des données, et puis aujourd'hui, donc ça continue avec les plateformes et l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec. Ce cabinet a obtenu 3 labels CNIL. Alors c'est dans c'était l'ancienne vision quand on était avec les SIL, donc la CNIL délivrait des labels, mais le propre du label que l'on a obtenu sur l'audit de traitement automatique de données, c'est qu'il est valable jusqu'à 2021. Et c'est le seul qui est valable là-dessus. Donc ça nous a permis également d'être relativement compétitifs sur ce marché. Enfin, le cabinet vient d'être, dans le cadre du journal Le Point, il y a eu les performances des cabinets, et c'est un palmarès qui est fait par les lecteurs du journal, et sans avoir à y participer d'une manière, j'allais dire, c'est une élection qui se fait comme ça, un concours qui est mis en place, et on a reçu en fait 3 nominations dans le domaine de la compliance, de la propriété industrielle et de nouvelles technologies. Bon, voilà, à parler autour de ces présentations. Donc, je vais vous parler du bilan et des perspectives qui sont à entrevoir avec le règlement général de la protection des données. Alors, la première des choses, c'est que on voit, c'est vrai que ça a été un grand bouleversement, le RGPD. En réalité, le phénomène du RGPD, il était là présent depuis 2016. Et beaucoup d'entreprises, l'entrée en vigueur du règlement, c'était 2016. Son application, c'était le 25 mai 2018. Et donc, beaucoup de grandes entreprises se sont mis en fait ont avancé là-dessus. Et c'est pour ça que dans le rapport qui a été fait par la CNIL, on dit que la mise en conformité, c'est à peu près une durée moyenne de 3 ans.
Et donc c'est vrai que c'est un fait pour tous ceux qui l'ont vécu. C'est un gros chantier, et notamment pour les entreprises, puisque il y a toute une si vous voulez, panoplie d'actions qu'il faut mettre en place et qui sont relativement importantes, avec des interviews, mise en place ensuite de cartographie. Donc c'est vrai que la durée est importante, et on voit qu'une fois que l'on a mis en place ce qui était prévu, notamment le registre de traitement, eh bien il y a toutes les actions, le plan d'action qu'il faut accompagner. Deuxième point, c'est que la CNIL, dans son rapport de 2018, nous indique que 50% des entreprises ont initié une démarche de conformité, mais là aussi, aucune n'est conforme à 100%. Et même on voit un retour, et je le dis aussi à tous mes confrères, c'est que beaucoup d'entreprises ont lancé des mises en œuvre de conformité, et puis se rendent compte que lorsqu'ils font les audits, en fait, ça ne passe pas, ils ne sont pas en conformité. Donc là aussi, il y a beaucoup de... parce que le règlement général de la protection des données, c'est d'abord un besoin d'itération juridique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'ils allaient vendre des solutions, j'allais dire techniques, mais ils ont oublié que derrière ça, il y avait toute une base légale à mettre en place. Et donc, c'est pour ça que les juristes ont beaucoup de choses à faire autour de ça. Donc, vous avez ce point. Deuxième point, la nouvelle présidente de la CNIL nous indique dans son rapport, et ceci doit être pour nous très important, elle nous signale que il va y avoir aujourd'hui 3 grandes priorités pour la CNIL. La première, donc, c'est toujours de l'accompagnement, un accompagnement avec la publication de plusieurs guides. Je vous renvoie, il faut suivre en fait l'actualité, aller sur le site de la CNIL et voir un petit peu tous les guides qui sont mis en place, en même temps en disant que c'est la vision, la doctrine de la CNIL qui est présentée. La deuxième chose, et contrairement à ce qui avait été annoncé, eh bien, les sanctions vont être mises en place, des contrôles et des sanctions, et même, c'est assez surprenant, au bout d'un an d'application du règlement, on nous dit c'est la fin d'une certaine forme de tolérance. Et on nous dit que, en plus, il va y avoir en fait un grand regard qui va être mis en place, un focus, d'une part sur l'exploitation des plaintes. Donc, j'allais dire, n'importe qui peut faire des plaintes. Vous avez des demandes de droit d'accès. À partir du moment où vous ne répondez pas dans le délai d'1 mois, des plaintes commencent, si vous voulez, à arriver à la CNIL. Donc, ça veut dire qu'elle va instruire ce type de dossier. Et puis, elle va contrôler la mise en œuvre des droits des personnes concernées. Alors là aussi, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Et dans beaucoup d'entreprises, on a mis en place des registres, mais on ne s'est pas occupé de comment gérer une demande de droit d'accès, comment mettre en place des registres de consentement. Donc il y a plein de questions, et là aussi, c'est aux juristes à intervenir sur ces questions pour voir un petit peu quels sont les process qui ont été mis en place. Et enfin, et ça c'est peut-être aussi le plus important et le plus dangereux pour tous les professionnels du droit, c'est que la CNIL va pointer les cas de responsabilité, notamment entre sous-traitants et responsables de traitement, et beaucoup vont avoir, si vous voulez, à justifier leur position en s'étant positionnés comme sous-traitants, comme co-responsables de traitement. Enfin, il y a toute une série d'enjeux. Beaucoup ont choisi, beaucoup aussi, on se rend compte que dans certaines entreprises, on fait des contrats, ce qu'on appelle les data agreements, qui sont n'importe quoi. Vous verrez tout à l'heure avec le DPO, il vous racontera des cas où en fait on lui demande des clauses de RGPD alors qu'en fait il n'y a pas de données à caractère personnel dans la relation commerciale. Donc il y a plein de choses, si vous voulez, sur lesquelles il faut être un peu vigilant. D'autre part, la CNIL nous dit il y a un nouveau marché qui est en train d'émerger, qui est tout le marché des assistants vocaux. Et donc là aussi, elle dit seront particulièrement vigilants. Et puis enfin, tous les contrats relatifs au cloud computing. Donc vous voyez un petit peu sur ce rapport. Je voudrais dire qu'autour de ça, on se rend compte que le règlement général de la protection des données, au niveau micro, c'est une question de maîtrise des données qui est un enjeu à la fois concurrentiel et de performance. Et au niveau macro, eh bien, c'est un enjeu, mais si vous voulez, au niveau de la souveraineté numérique des États. Premier point donc sur ce rapport. Deuxième point qui est assez important, c'est le nombre de plaintes, et parmi les plaintes, ce que la CNIL appelle des plaintes complexes. Il y a eu, depuis, au cours de l'année 2018, 11 077 plaintes, ce qui représente pour la CNIL une augmentation de 32%
si vous voulez, de son action en vue de sanctions. Donc c'est quand même un point important, et elle explique ça en disant, ben, c'est vrai, comme l'a dit Laura tout à l'heure, il y a eu un véritable phénomène médiatique autour du RGPD, une sensibilisation des acteurs publics, et c'est vrai qu'on a pu constater que le jour même de l'application du règlement, 3 associations se sont regroupées et ont porté la première action collective en France sur le RGPD, qui a abouti à la sanction en début d'année de Google pour 50 millions d'euros. Voilà. Donc c'est quand même aussi un point important, et les entreprises doivent aujourd'hui anticiper les conséquences que pourrait avoir une class action. Puisque à partir de 2016, avec la loi pour la République numérique, on avait cette possibilité pour des manquements de lancer des classes actions. Il n'y en a pas eu une seule qui a été lancée, et le jour même où le règlement apparaît, eh bien, il y a une flopée de classes actions, et à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des classes actions qui ont été engagées en Pologne, aux Pays-Bas, en Allemagne, et donc là aussi, les consommateurs ont vu, et c'est aussi un point qu'il faut, si vous voulez, souligner, c'est que le RGPD est devenu l'arme des activistes. Ce point m'avait été déjà, j'allais dire, soulevé par mon ami Jérôme Martinez, que je salue, de BMI System, qui en fait a développé une solution qui est remarquable en matière de mise en conformité, et qui voyait venir ce phénomène d'activisme de plus en plus souligné, et donc ça, nous l'aurons à gérer. Et c'est un point important. Quand on n'est pas content d'une entreprise, eh bien, le non-respect du RGPD peut être quelque chose d'intéressant, et là, vous avez tout le public qui marche avec vous, et la presse en fait un énorme relais. Je rappelle aussi que la CNIL a un énorme pouvoir, parce que lorsqu'elle commence à se lancer dans des contrôles, il va y avoir une mise en demeure. Cette mise en demeure va être publiée, et on a vu aussi avec le cas de Optical Center, c'est que lorsque en fait elle trouve que bien l'entreprise est intervenue et a eu un bon comportement, elle publie aussi cette lettre. Mais les deux phénomènes sont aussi non positif pour l'image de la marque. Hein. L'image de la marque qui fait beaucoup de campagnes de communication, là, elle est vraiment atteinte, parce que est-ce qu'on peut lui faire confiance? Et c'est ça, en fait, le véritable enjeu, hein, aussi derrière tout ça. Donc, ça m'a amusé, mais... Et on pourrait se poser la question, puisque vous avez vu que dans la décision d'Optical Center, le Conseil d'État est revenu sur la sanction qui avait été mise sur la tête de Optical Center. Ils avaient été condamnés à 250 000 €, mais ils n'avaient pas tenu compte, en fait, de la réactivité de l'entreprise, et ça a été ramené ça a été baissé de 50 000 €, parce qu'elle a été jugée comme étant disproportionnée. Je rappelle que la présidente de la CNIL, dans son discours sur le bilan nous a indiqué que la politique répressive, elle doit s'opérer en conciliant le respect des règles issues du RGPD et la préservation des équilibres économiques. Et donc, là aussi, je dis aux avocats et aux juristes d'entreprise, vous devez, dans le cadre de la mise en conformité, bien noter dans votre plan d'action comment il faut préserver les équilibres économiques, et notamment si vous n'avez pas les budgets pour lancer certains types d'actions de mise en conformité, le prévoir et le programmer. C'est un moyen aussi de neutraliser les risques. Au niveau des zones, si vous voulez, que j'allais dire à risque, et sur lesquelles en fait on portait les plaintes, on se rend compte que à 36%, essentiellement, c'est le secteur d'Internet et des télécommunications qui est visé. Donc, si vous êtes juriste, ou si vous êtes conseil d'entreprises qui sont dans les télécommunications, ou qui sont dans le domaine de l'Internet, sachez que vous représentez un tiers des actions et des contrôles qui sont faits par la CNIL ou la DGCCRF. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, vous avez ensuite le secteur commercial, 21%. C'est essentiellement le marketing et le commerce. Et puis, pour 9%, les banques de crédit. Donc, vous voyez que, en fait, tous les secteurs sont quand même concernés, mais c'est toujours aussi les mêmes. On les retrouve toujours, là-dessus. En plus, cette année, il faudra être extrêmement vigilant avec toutes les entreprises qui sont amenées à pouvoir avoir des opérations avec des mineurs, puisque la CNIL a déjà commencé à mener via la DGCCRF des demandes pour savoir comment en fait les mineurs peuvent avoir accès aux services, notamment s'ils sont
payant et aussi sur tout ce qui est le jeu en ligne. Au niveau maintenant de ce rapport d'activité et sur ces plaintes, on va pouvoir constater les choses suivantes. C'est que il y a un autre phénomène qui a été nouveau et qui a été lancé par le RGPD, c'était les déclarations pour violation de données. Vous savez que jusqu'à présent, quand on était dans une entreprise, l'entreprise avait à, si vous voulez, faire des déclarations lorsqu'il y avait des atteintes à son système d'information. Et c'était dans les 24 heures, et le plus souvent, c'était auprès de la CNIL et auprès de l'ANSSI. Et pour le secteur des télécommunications et les FAI, eh bien, celle-ci avait en plus une obligation de prévenir la CNIL. Ça a été généralisé maintenant à toutes les entreprises et c'est dès lors qu'il y a une violation de données. Alors, le problème qui est souvent posé par les directions juridiques et par les avocats, pour le voir avec les entreprises, c'est qu'est-ce que c'est qu'une violation de données, hein? C'est pas un incident de sécurité. La violation de données, c'est en fait une violation qui porte dans un domaine qui va entraîner, si vous voulez, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou non et non autorisée de données à caractère personnel. Et dans ce cadre-là, eh bien, il faut, dans les 72 heures, dès lors que ça a été révélé, eh bien, il faut faire une déclaration à la CNIL. On verra après comment ça se passe. Eh bien, là-dessus, depuis que le règlement général de la protection des données est rentré en application, on a eu 1170, si vous voulez, déclarations de failles de violation de données à caractère personnel. Ce qui représente, en fait, et là-dessus, chaque fois, c'est 84% concerné des pertes de confidentialité de données. Je rappelle que le G29 avait indiqué que parmi les violations de données, il y avait 3 types d'atteintes. Il y avait l'atteinte à la confidentialité, l'atteinte à la disponibilité et l'atteinte à l'intégrité. Et bien parmi cela, on a 84% qui sont sur des pertes de confidentialité. Ce matin encore, en arrivant, je voyais que dans le journal, Instagram a fait l'objet d'une violation de données pour 43 millions de comptes de ses influenceurs. J'attends de voir la CNIL, qu'est-ce qu'elle va faire et comment elle va réagir. Mon cher René-Paul, vous pouvez venir ici. Et vous voyez que les secteurs qui sont essentiellement touchés, ça ne va pas vous choquer, c'est le tourisme, notamment l'hébergement et la restauration, le commerce en ligne, les assurances et les activités financières, et tout ce qui est activités spécialisées, scientifiques et techniques. Également, dans le rapport d'activité, on voit sur ce premier bilan, et c'est quand même intéressant, qu'il y a 39 500 organismes en France qui ont désigné un DPO. Donc ça, c'est beaucoup plus que ce qui était avec les correspondants informatiques et liberté, il n'y en avait que 18 000. Et dessus, on a 16 200 personnes physiques par l'effet de mutualisation qui sont en tant que telles également concernées par ces désignations. Parce que vous savez que les entreprises ont la possibilité soit de désigner des DPO externalisés, soit de désigner des DPO en interne. La grande tendance, c'est que dans un premier temps, on désigne un DPO externe, le temps de former en interne le DPO qui va se révéler, si vous voulez, avec les qualités nécessaires. Tout à l'heure, Adèle nous parlera de ces fameuses qualités, ou René-Paul nous donnera son témoignage sur ces qualités. Et puis, une fois qu'il a été formé, on le prend en interne de telle manière à laisser les conseils, et c'est vrai, intervenir dans le cadre d'une défense si jamais il y avait si vous voulez, un contrôle auprès de la CNIL. Hein. Ça, c'est aussi un point important, puisque si vous êtes avocat d'IPO, vous pourrez assister votre client en tant que de DPO, mais vous ne pourrez pas le défendre en tant qu'avocat, puisqu'il y aurait confusion des gens. Mais dans un premier temps, c'est quand même intéressant, pendant les 18 premiers mois, d'être accompagné par un professionnel qui vous met en place tous les outils qui vous met en conformité de telle manière si vous voulez, à neutraliser ce risque. Je parle bien de neutraliser les risques. Et là aussi, il y a un autre point qu'il faut voir, c'est que les entreprises, on n'est pas des bénis oui-oui. On est par rapport au règlement. Je vous rappelle que le droit, c'est aussi de l'art. Le droit, il y a de l'interprétation là-dessus. Et chaque entreprise doit bâtir ses doctrines. Et je rappelle que dans le règlement, au-delà d'une lecture stricte, il faut regarder un petit peu les points et trouver et bâtir la doctrine qui intéresse l'entreprise, d'autant plus que dans beaucoup de cas, il y a des exceptions. Et ce qui est important, par exemple, la notion d'intérêt légitime. Enfin, il y a plein de choses, si vous voulez, à mettre en place, à bâtir et à expliquer. Au niveau maintenant, si vous voulez, des sanctions,
vous voyez qu'il y a en fait une augmentation des sanctions qui est relativement importante, puisque pour la première fois, alors on pourrait expliquer ces sanctions. Jusqu'en 2016, la CNIL était cantonnée à ces 150 000 euros. Plusieurs fois, si vous voulez, des GAFA ont été condamnés à ce plafond. Mais ils étaient morts de rire parce que ça durait même pas une seconde de leur recette mondiale. À partir de 2016, dans le cadre de la loi pour la République numérique, on a eu une augmentation du plafond de sanctions qui était porté à 3 millions. Et jusqu'à l'année dernière, les sanctions qui ont été mises en place se basaient sur ce montant de 3 millions. C'est-à-dire que quand vous avez Bouygues Télécom qui est condamné à 250 000 euros, c'est sur la base des 3 millions. On peut penser qu'aujourd'hui, pour les mêmes faits, ça serait au moins multiplié par 3. Voilà. Donc, et depuis maintenant mai 2018, on a les sanctions qui sont calées sur les nouvelles dispositions. On les verra tout à l'heure, je les rappellerai, de 10 millions ou de 20 millions selon les cas. Donc, vous voyez un petit peu ce point. Ont été sanctionnés Darty. La décision Darty est très intéressante parce que c'était dans un cas de sous-traitance où était responsable le sous-traitant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Darty a été considéré comme étant aussi responsable. Ça a enclenché en fait cette idée de co-responsable de traitement. Donc, elle est intéressante à voir. Optical Center, importante. Uber, 400 000 euros. Bouygues Télécom. Mais ça, c'était 2018. À partir de 2019, on l'a vu au mois de janvier, Google, c'est 50 millions. Donc, on voit que là aussi, tout cela est en augmentation. Au niveau pour voir un petit peu au niveau européen, puisque vous savez que le Règlement général de protection des données, c'est quand même notre souveraineté numérique dans la zone Europe. Il faut savoir que la première sanction sur la base du Règlement général de la protection des données a été enclenchée par le Portugal. Et c'est très intéressant parce que pour tous les juristes d'entreprise et pour tous ceux qui sont des DPO d'entreprise, il y a une question importante, était là-dessus, en matière de données sensibles, posée la question des habilitations. Et il y a un contrôle sur les habilitations. En l'espèce, c'était les infirmières qui, dans certains dossiers, prenaient les habilitations des médecins pour gagner du temps, etc. La sanction a été de 400 000 euros. Je tiens à vous dire que tous les établissements de santé ont revu en fait leur politique d'habilitation. Et si c'est pas fait, ça va être fait, mais d'une manière générale, il faut voir un petit peu dans les entreprises où il y a des politiques d'habilitation pour pouvoir accéder, si vous voulez, à certains traitements. Eh bien, il faut les revoir et voir comment c'est mis en place. Donc ça, c'était un premier point. Vous avez ensuite la sanction Google. Alors là aussi, elle tétanise, en fait, j'allais dire, les directeurs juridiques, et elle tétanise les DPO, et elle tétanise, en fait, les avocats, pour une raison très simple, c'est que, en fait, la sanction repose en fait sur 3 griefs qui sont, j'allais dire, particulièrement complexes à mettre en œuvre. Le premier, c'est une information insatisfaisante des utilisateurs. Alors là, vous avez aussi la grille, on rappellera que vous avez toutes les guidelines qui vous disent il faut avoir une information claire et compréhensible. Là, elle était insuffisante. Donc ça veut dire qu'il faut revoir peut-être toutes les politiques de collecte de consentement et d'information. Un manque général de transparence sur l'information. Vous voyez, c'est un domaine qui est complexe. Et pourquoi c'était un manque général? Parce que, en fait, ce n'était pas aisément accessible. Ça veut dire que quand on est pour faire un contrôle ou dans un audit, il faut aller sur les pages et puis il faut voir comment la personne et le dérouler. Et je tiens à vous dire une chose, c'est ce que fait à l'heure actuelle la DGCRF dans les contrôles qu'elle est en train de mener. Elle dit, mais vous marquez des mentions, je voudrais avoir accès, puis est-ce que c'est possible et où on arrive à obtenir les informations. C'est très important, surtout si vous avez parmi vos utilisateurs des mineurs. Et puis après, vous aurez la question, comment vous faites pour collecter le consentement des majeurs, là-dessus des parents. Et puis, là aussi, il y avait le 3e point, donc information insuffisante des utilisateurs. 2e point, un manque général de transparence dans l'information parce que c'était pas aisément accessible. Et ensuite, alors, l'absence de consentement valable dans la personnalisation de la publicité. Donc, vous voyez que d'entrée de jeu, quand vous lisez cette décision, automatiquement, DPO, directeur juridique, avocats qui suivent des clients sur ces questions-là, il y a un audit à mener pour savoir en fait comment se passe la collecte des données sur les sites de ces clients, mais sur les sites, mais aussi via tous les documents qui sont sur lesquels on vous demande des renseignements sur les personnes. Alors,
Au niveau maintenant des perspectives, parce que c'est toujours intéressant, on a vu pour le passé quels sont les points qui sont importants à vérifier. Alors, la CNIL dit, nous sommes toujours dans une période de transition. Je vous rappelle qu'elle considère qu'elle sera ferme sur tout ce qui était déjà les droits sur les personnes concernées. Elle sera un peu plus tolérante pour les nouveaux droits, dont notamment la portabilité, même si, en fait, elle a dit qu'il y avait des chantiers qui étaient importants sur ces questions-là. Je pense que 2019, les questions de portabilité vont être véritablement soulevées. Donc, elle va mettre en place, si vous voulez, donc elle va vérifier les contrôles des obligations et elle n'hésitera pas, elle nous dit, à sanctionner et même à montrer l'exemple. Et là aussi, le problème, c'est que la décision Google, elle s'applique aussi aux petites entreprises qui pourraient être contactées et qui pourraient faire l'objet de contrôles parce qu'elles sont dans un domaine, notamment si elles font des applications de jeux pour adolescents. Et donc là aussi, les contrôles ont déjà commencé. Donc les programmes de contrôle sur ces plaintes, ça sera sur l'exercice pratique des droits des personnes. Donc là aussi, il y a des audits à mener. Vous devez voir dans vos entreprises, pour les conseils chez vos clients, comment en fait se passe en fait la collecte d'informations et quand une personne elle veut exercer ses droits, comment ça se passe, les délais pour les rapports. Il y a tout ça organisé. Je rappelle que le DPO de la BNP a indiqué dans les Échos qu'au-delà de 40 plaintes par jour, ils ne savent plus comment faire et qu'il faut en fait créer un nouveau poste et que chaque demande d'un client sur les droits d'accès, ça lui coûte à peu près 2000 € entre le temps passé. Peut-être René Paul pourra nous donner des exemples parce que vous répondrez pas. Voilà, ça reste secret. Voilà. Non mais bon, vous voyez, c'est des points qui sont importants là-dessus. Je rappelle également que les contrôles aussi vont être faits. Alors ça, c'est sur les mineurs, dans les publications de photos, la biométrie dans les écoles, les vidéosurveillances dans les écoles, dans le recueil de consentement des parents, etc. pour moins de 15 ans. Donc ça aussi, c'est des données. Et ça a déjà commencé. Nous, on a déjà des cas sur ces points. Voilà pour vous faire sur le bilan. Juste un petit point, parce que une fois qu'on a vu ça, je vais vous faire un petit retour sur les fondamentaux pour bien dire de quoi on parle. Et ensuite, je proposerai à René Paul de vous raconter un petit peu son expérience de DPO pendant une année, parce que ça fait déjà 1 an que vous êtes DPO, et qui est DPO d'un très grand groupe, et qui a eu aussi le cas particulier de gérer une grande quantité de contrats de sous-traitance. Ça, c'était aussi un point important. Là aussi, c'est passionnant. J'allais dire qu'on voit que le rôle du DPO est un personnage clé aujourd'hui. Et comme avant, on nous disait, attendez, on va vous mettre en place, quand vous avez un contrat signé, la direction juridique, on a tout de suite, notre DPO va intervenir. Et il y a beaucoup de négociations, en tout cas, que l'on fait avec la direction juridique et les DPO. Et des fois, il n'y a pas les mêmes visions des choses. Et on aime bien souvent un bon soutien aux directions juridiques quand on a un DPO qui a une vision un petit peu exagérée des notions. Donc, le règlement, il est applicable depuis le 25 mai 2018. Je vous rappelle que l'application du règlement, c'est à la fois les articles et les considérants. Donc quand vous avez un problème d'interprétation, parce que c'est quand même du droit, j'allais dire, public. Donc beaucoup viennent du droit des affaires et non pas... C'est un jargon avec du droit public. Donc vous avez les considérants qui peuvent vous aider. Et également, les avocats du cabinet pourront vous dire, quand on a des problèmes aussi sur l'interprétation, les guidelines sont importantes du G29 ou maintenant du CEPD qui vous donnent des indications et des interprétations. Des fois, il peut être très intéressant d'aller voir au-delà de la position de la France, la position de la Belgique, la position du Luxembourg, la position des Pays-Bas, ou de l'Angleterre, qui sont très intéressantes. Quand vous voulez les positions les plus fermes, vous allez voir un peu ce que décide l'autorité de régulation espagnole ou italienne, mais sinon, c'est quand même intéressant parce que dans certains cas, quand on doit bâtir des doctrines, et c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, les juristes, vous devez bâtir la doctrine de l'entreprise, notamment autour d'une notion qui est très importante, qui est celle de l'intérêt légitime. Vous savez qu'il y a plein de cas où on peut se dispenser d'un consentement dès lors que l'on est dans un cas d'intérêt légitime, et donc ça, c'est effectivement à bâtir. Je rappelle que les 3 objectifs du règlement, donc dont on va bientôt fêter les 1 an, c'est de renforcer le droit des personnes,
de responsabiliser en fait les acteurs traitant les données. Et donc c'est ce rôle du responsable de traitement. Juste une question pour tous ceux qui voudraient s'amuser, tous ceux qui aimeraient bien les questions, si vous voulez, sans réponse, c'est qui est responsable de traitement dans un GIE? Je vous laisse réfléchir. C'est une question remarquable. Qui est responsable de traitement dans un GIE? Mais il y a plein de cas aussi dans des associations. Enfin, il y a plein de cas où il faut se poser ces questions. Elles sont complexes. Renforcer le droit des personnes, responsabiliser les acteurs. Et ces derniers, si vous voulez, ont un rôle important parce que dans certains cas, on est sur le règlement, les sanctions qui sont prévues par le règlement, mais lorsque, par exemple, vous êtes dans une défaillance au niveau de la finalité, lorsque vous êtes défaillant au niveau de l'information ou du consentement, là, il y a un lien, un risque pénal. Et c'est des sanctions pénales qui concernent le responsable de traitement. Donc il faut... Et là, l'attention particulière d'IPO et direction juridique et avocats, c'est effectivement sur la finalité du traitement. Et là, si jamais il y a une autre finalité, on fait un nouveau traitement. Donc ça, c'est un point très important et il y a un risque pénal là-dessus. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Et puis, bien entendu, c'est crédibiliser la régulation avec, bien entendu, des coopérations. On le voit aujourd'hui, quand vous coopérez, ça permet aussi de minimiser un petit peu la peine. Optical Center, ils ont réagi. Voilà, ça vaut 50. On peut minorer de 25% la peine en coopérant. Après, ça se juge, mais c'est un point important. Une autre importance sur les fondamentaux du RGPD, et qu'il faut rappeler, c'est le champ d'application du RGPD. Il est matériel puisque c'est tous les traitements de données à caractère personnel et que les traitements à caractère personnel. Je rappelle que le 29 mai va rentrer en application le règlement pour la protection des données non personnelles. Et là aussi, à nous tous de bien les maîtriser, parce que là, c'est aussi une question sur, si vous voulez, l'utilisation des jeux de données. Je rappelle que tous ceux ici présents, puisque vous vous intéressez à la data, la vraie question que l'on va avoir à se poser, c'est à un moment donné la question de la propriété de la data, la propriété des données. Et ça, c'est pas réglé. Et ça, ceux qui vous font des prestations de services ne veulent pas les partager, ces données. Et on le voit dans les domaines hydrauliques, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines des télécommunications. Les jeux de données qui ne concernent pas des données à caractère personnel. Il y a un chantier fondamental. Et donc ça doit être organisé. Alors on est en train de vous dire oui, mais on est dans la notion d'intérêt général. Je suis pas sûr qu'une entreprise ait envie, pour défendre ses intérêts légitimes, de basculer dans le bien commun ou l'intérêt général, d'autant plus qu'elle peut le monétiser. Donc c'est une vraie question. Donc le champ matériel, ça concerne que les données à caractère personnel, un champ d'application qui est territorial, responsables de traitement ou sous-traitants qui sont établis dans l'Union européenne, et puis produits et services qui ciblent l'ensemble des résidents européens. Donc vous voyez, là on parle bien de souveraineté numérique, et en fait le citoyen, je rappelle que l'article 1er de la loi informatique et liberté, c'est l'informatique est au service du citoyen, elle ne doit pas porter atteinte à sa vie privée, à sa dignité et à ses libertés fondamentales. On pourra rappeler simplement pour les juristes que le problème de citoyen peut poser débat, puisque quand on n'est pas citoyen, est-ce que l'informatique est à son service? C'est pour ça que dans le règlement, on parle de personnes concernées. Et que, en fait, au niveau européen, c'est la personne concernée. Donc, ça veut dire que toute personne qui est sur le territoire européen va pouvoir bénéficier de cette réglementation. Dans les fondamentaux, important à rappeler, ces notions clés, les données personnelles, c'est tout ce qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. C'est un point important. Le règlement s'applique aux données personnelles. Vous avez ensuite les fichiers de données. Donc ces données, elles sont remises dans des fichiers, c'est-à-dire un ensemble qui est structuré. Et l'ensemble de ces fichiers va être défini par une finalité. Et c'est en fait ce qu'on va appeler un traitement. Moi, je prends souvent, parce que souvent dans les entreprises, quand vous savez, quand vous avez expliqué ça et sensibilisé, le plus simple, c'est de dire, voilà, Laura va me remettre sa carte de visite, je la garde, je la mets dans ma poche ou je la mets dans une boîte, c'est une donnée personnelle, je suis pas concerné par le règlement général de protection, même si je le mets sur mon téléphone, là, c'est une application domestique et donc c'est pas concerné. À partir du moment où je commence à prendre une feuille et marquer les personnes qui étaient aujourd'hui présentes, je commence à faire un fichier. Ce fichier, je vais
le mettre dans un classeur et je dis, ben voilà, toutes les personnes intéressées par le RGPD, et là, j'ai créé mon traitement. Vous voyez, c'est un peu l'idée pour que vous visualisez un petit peu les choses. Juste un point important, c'est que dans le cadre du règlement, alors que dans la loi informatique et liberté, le fichier, c'était tout ensemble structuré et stable de données, le mot stable a été écarté pour permettre également d'intégrer les données non structurées et notamment tout ce qui est collecté dans le big data et qui, par des faits de corrélation, pourrait aboutir à des données nominatives. Donc, c'est un point intéressant. Donc, voilà dans les fondamentaux. Enfin, les personnages du règlement général de la protection des données. Vous avez le responsable de traitement. Alors, la définition, elle est très simple, c'est celui qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Alors, c'est très intéressant si vous avez des succursales, des filiales, enfin, il y a plein de questions aussi, et puis donc il faut bien voir qui définit les moyens du traitement. Les sous-traitants, leur rôle aussi, c'est ceux qui traitent les données. Alors, le sous-traitant, c'est pas un sous-traitant dans le contrat d'entreprise, hein. On n'est pas dans, c'est un sous-traitant sur les données à caractère personnel, hein, et qui va utiliser ces données. Donc, il intervient pour le compte du responsable de données. C'est quand vous donnez un fichier, un traitement pour faire une campagne CRM, par exemple. Voilà un exemple. Et vous avez les destinataires, ben, ça serait le service marketing. On lui envoie en fait des traitements pour pouvoir faire des campagnes. Et enfin, la personne concernée qui est au cœur de tout ça et qui a des droits. Je rappelle qu'on n'est pas propriétaire de ces données, hein. Depuis la fin de l'esclavage, c'est terminé. On ne peut pas être propriétaire d'une personne. En revanche, on a des droits sur les données. Et c'est l'alinéa 2 de l'article 1er, l'alinéa 2 qui nous dit, qui met en place le principe de l'autodétermination informationnelle. C'est un droit qui vient en fait du droit allemand et qui permet de dire que nous avons des droits. Et c'est vrai, quand vous regardez, on a des droits, un droit d'accès, un droit d'opposition, un droit de suppression, etc. Le tableau que j'ai fait ici résume en fait en gros tous les fondamentaux, tout ce qu'il faut gérer quand on est juriste et que l'on s'occupe des données à caractère personnel, quand on est DPO ou quand on est avocat pour ses clients, et sur lesquels il y a des zones sensibles et sur lesquelles il faut avancer. La minimisation des données. Il y a une stratégie de la minimisation des données. Je rappelle qu'en la matière, la définition, c'est ce qui est strictement nécessaire. Donc la notion de strictement nécessaire est vraiment important et à mettre en place. Et pour avoir travaillé avec pas mal de services marketing, par exemple, strictement nécessaire, ça pourrait être la langue si j'ai une newsletter pour des personnes qui sont italiennes. Donc ça serait pas j'enfreindrais pas les règles de la minimisation si jamais je demande quelle est la nationalité de la personne pour pouvoir lui adresser le newsletter. Vous voyez, il y a toute une série de points et on doit affiner cela. Vous avez un deuxième concept qui est fondamental dans le RGPD, qui est le privacy by design. Le privacy by design, je rappelle, c'est que dès la conception et par défaut, le responsable de traitement doit avoir anticipé les conséquences que pourrait avoir son traitement sur la vie privée et le respect des libertés fondamentales. Ça, c'est un j'allais dire, un concept qui est magique. Parce que ça veut dire que les DPO aujourd'hui sont au cœur des entreprises dans l'évolution des nouveaux produits. Puisqu'il doit être privacy by design et by default avant même d'être mis sur le marché. Et c'est pour ça que le poste de DPO est fondamental dans une entreprise. Ça veut dire que quelqu'un qui est DPO va être dans les secrets de l'entreprise, puisqu'il est sur ses projets. Et son avis est très important. On va le demander. Donc ça doit être aussi quelqu'un qui doit être éclairé dans la prise de décision. Il ne doit pas faire un « non, c'est pas possible », c'est éclairé. Et là, c'est pour ça que pour nous juristes, c'est un avenir aussi très important, parce qu'on n'est plus à la fin, on est au début. J'allais dire que les DSI avaient déjà bâti l'idée de security by design, dès lors qu'on prenait un système. Là, le privacy by design, pour nous, c'est un véritable outil. En revanche, ça a des vraies conséquences. Parce que si c'est pas privacy by design, le responsable de traitement, eh bien, il engage sa responsabilité. Donc là aussi, tous les projets, eh bien, il faut vérifier si la démarche que l'on a mis en place sur le privacy by design et les conséquences que ça peut avoir aussi, dès lors qu'on est face à des données sensibles ou face à des données à risque, des études d'impact. Là aussi, on va en reparler. Vous avez ensuite la notion de conservation. Là aussi, je voudrais attirer votre attention. Toutes les entreprises, elles ont un problème avec ça. Pendant des années, on nous a dit collectons. On a travaillé sur une notion quantitative,
mais jamais qualitatives. Or là, maintenant, on a aussi des données de conservation. Donc, au-delà de la durée, soit on a archivé, mais il y a des conditions très strictes, soit alors elles sont pas archivées, mais il faut purger. Allez dire à un service, on va purger des données. C'est colossal. Si vous avez comme client une chambre de commerce, une chambre des métiers, une chambre des agriculteurs, ou toute association, vous allez voir, et toutes les entreprises, on dirait qu'il y a comme une boîte noire de la conservation. On ne peut pas y toucher. Attendez, demain, vous avez un contrôle. Je rappelle que si jamais vous avez un contrôle, que la CNIL veut vraiment vous faire misère, chercher querelle, il y a 4832 points de conformité dans le règlement général à la protection des données. Je rappelle que pour nous, juristes, quand on est avec le consentement, le vice du consentement, il y a simplement 4 points de conformité. Donc vous imaginez un petit peu tout ce qu'il faut, tous les points sur lesquels on peut en fait nous coincer et sur lesquels on peut prendre des sanctions si on veut montrer des exemples. La conservation, c'est un des grands enjeux, c'est le chantier que vous devez mettre en place pour 2019 parce que les premières, quand il y a une investigation, on vous demande pendant combien de temps vous conservez les données, et est-ce que c'était nécessaire, et pourquoi vous les avez conservées. Bon. Et donc aussi, vous créez aussi une zone à risque. Gérard, je me permets juste de vous interrompre. Je suis dans les temps. Voilà, juste être vigilant. Ça y est, le problème avec les avocats. Je suis vigilant. Bon, donc après, on a la sécurité et la comptabilité. Je rappelle que c'est le principe de responsabilité. Ça veut dire que l'entreprise, le responsable de traitement, a la charge de la preuve. Et donc, c'est pour ça que tous les registres, consentement, les registres d'accès, enfin, tout ça doit être mis en place pour pouvoir apporter la preuve. Bon, les grands principes de collecte, vous les connaissez, licéité, finalité, loyauté, information et consentement. Et puis, les obligations qui ont été mises en place. Obligations, la première, c'est le registre. Alors, certains vous disent, oui, mais dans certains cas, je ne suis pas concerné. Donc, c'est vrai qu'il y a un seuil. En dessous de 250 salariés, on n'est pas obligé de tenir un registre. Sauf en fait si vos traitements ne sont pas occasionnels, sauf s'ils ne sont pas sensibles, et sauf s'ils ne présentent pas des risques élevés. C'est-à-dire que la plupart des entreprises sont obligées de mettre en place des registres. Exception qui ne marche pas. Également pour le DPO. Là aussi, on a un seuil de 250, mais là aussi, on est obligé. De toute manière, les autorités de régulation recommandent de désigner un DPO et de tenir un registre. Je rappelle que c'est accountability, c'est vous qui avez la charge de la preuve s'il y a un problème. La mise en place de failles de sécurité, donc d'études d'impact, notification des failles, et bien entendu, assurer le droit des personnes. C'est bon ? Je vais passer. Bon, juste pour vous rappeler le droit des personnes, je vous rappelle les droits classiques, c'était le droit d'informer, d'accès, d'opposition, de rectification, et puis on avait aussi la mort numérique, ça c'est aussi particulier à la France, l'organisation de la mort numérique qui vient de l'article 63 de la loi pour la République numérique. On a ensuite, avec le RGPD, le droit à l'oubli. Là aussi, c'est des vrais chantiers, qui est un droit à l'effacement. Et donc ça, c'est aussi voir comment ça se passe et comment c'est organisé. Le droit à la portabilité, c'est un vrai chantier pour les entreprises, de voir comment ça va être organisé. Le droit au non-profilage, là, c'est dès lors que vous voulez utiliser des algorithmes qui sont prédictifs, et c'est le droit de pouvoir avoir recours à une personne. Et puis le droit à la limitation, là aussi, c'est un point très important. Lorsque vous avez eu accès à des informations, vous pouvez demander à ce qu'on limite ces données. Je rappelle aussi que lorsqu'on donne un consentement, ce consentement n'est pas éternel et on peut à tout moment y revenir dessus. Et enfin, un autre principe, c'est que le silence en matière de données à caractère personnel ne vaut pas consentement. Si jamais vous n'avez pas manifesté votre accord, vous n'avez pas donné les deux. Juste pour vous montrer un peu les conséquences, et j'en terminerai avec ça, et René Paul va pouvoir nous faire un retour d'expérience. Je voudrais vous rappeler que les sanctions sont colossales, elles sont vraiment très, très importantes en la matière, puisque c'est 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires pour les entreprises qui ont une activité mondiale, pour un manquement au respect du privacy by design, ne pas avoir mis en place une étude d'impact, ne pas avoir désigné un DPO, donc alors qu'il fallait en faire un, donc ça peut aller jusqu'à 10 millions d'euros, et 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires pour des manquements au principe des personnes concernées. Donc vous voyez que le règlement, il a aujourd'hui sa place. C'est pour ça en fait que beaucoup d'entreprises... J'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Le RGPD a expliqué à mon boss », et c'est vrai que quand on part par la sanction, on est de suite beaucoup plus crédible. Voilà, je vous remercie. Donc je vous propose d'écouter Monsieur René-Paul Biraud, donc qui est DPO de SSC.
Bonjour à toutes et à tous. Eh ben, écoutez, merci d'abord de m'avoir invité pour partager cette expérience. Alors, avant de rapidement balayer, le RGPD, je l'ai découvert il y a 2 ans, c'est à peu près à la même époque, à l'occasion d'un déjeuner. Et là, on m'a dit, bon, on va vous parler du RGPD. Je dis, bah ok, oui. Encore une contrainte de plus. Et puis, d'un seul coup, effectivement, le langage qui ouvre les esprits, en particulier les esprits d'un directeur sécurité qui a en charge aussi la protection de l'entreprise, c'est 4% du chiffre d'affaires monde. J'ai pas retenu les 20 millions parce que celui-là, bon, mais c'est les 4%. Donc, à partir de là, un bon directeur sécurité vend de la peur à son patron pour obtenir les moyens. Donc, je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà, il faut qu'on se penche dessus. Il m'a dit, c'est quoi ça encore? Vous voyez, c'était il y a 2 ans. Et puis effectivement, bon, alors pour avoir quand même une idée de ce que c'est, je vais simplement vous... Alors je suis pas là pour vous vendre l'entreprise, hein. S'il y a des clients, s'il y a des gens qui sont intéressés, je peux les attendre à la sortie, je les mettrai en relation. Non, je plaisante. Voilà. Alors, tout simplement, SCC, c'est quoi? C'est un groupe britannique à l'origine, qui appartient à une seule personne, qui appartient à Sir Peter Rigby. Alors, vous voyez, tout de suite, d'entrée de jeu, on va commencer par rentrer dans les premières contraintes, puisque j'avais réglé les problèmes du RGPD, jusqu'au moment où les Britanniques ont décidé de voter le Brexit. Et là, toutes les stratégies que j'avais mises en place sont en train de se balayer d'un revers de main, en attendant patiemment que Madame Theresa May décide de faire quelque chose de son pays. Alors, en France, c'est 2400 collaborateurs. C'est 1 milliard, à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires dans les domaines de l'informatique, de l'infogérance informatique, dans la distribution de matériel informatique et tout ce qui touche à l'informatique en général. On travaille en ce moment avec un gros développement sur l'IoT et sur l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui va toucher à l'informatique au profit des entreprises rentre dans notre périmètre. Bon, je vous passe rapidement sur, on fait de la distribution, on fait du software, donc du logiciel. Et là, on en parlait, c'est un grand sujet, puisque nous sommes attributaires d'un très gros marché pour les comptes de l'État, auprès d'une centrale d'achat, d'éditeurs de logiciels. Donc on est multi-éditeur, on vend des licences de logiciels. Alors la licence de logiciel, dans quelle catégorie je la rentre? Est-ce que je la rentre dans le logiciel, par définition, est censé recueillir et rassembler des données? Est-ce que ça rentre, nous, en tant que sous-traitant du responsable de traitement? Est-ce qu'on est simplement passe-plat et on n'est pas concerné? Et le client, ceci étant, les clients finaux de cette centrale d'achat nous disent « Ah, attention, nous, on veut être garanti que le logiciel que vous nous vendez soit privacy by design ». On en revient à la définition de tout à l'heure. Bien, pour résumer, 3000 éditeurs de logiciels, 5 logiciels en moyenne par éditeur. Donc, comment voulez-vous garantir que, en gros, 15 à 20 000 logiciels sont privacy by design? Alors, on a mis en place quelque chose avec, on va voir ce que ça peut donner ultérieurement, mais encore une fois, c'est du temps, c'est énormément d'énergie. Alors, j'ai résumé, moi, un petit peu succinctement ce qu'est le RGPD d'une façon un peu différente, puisque vous le verrez dans mes propos, je ne suis pas juriste à la base, donc je vais effectivement les écorner parce que ce sont mes interlocuteurs au quotidien dans ce domaine, et effectivement, j'ai quelque chose à dire en termes de retour d'expérience. Donc, maître, vous m'excuserez si j'écorne la profession, hein, mais vous avez l'habitude. Tout le monde peut se défendre ici. Hein. Voilà. Faites attention. Tout à fait, mais j'accepte la contradiction. Donc, tout simplement, il y a à peu près 18 000 ans, sont apparues les premières données à caractère personnel. C'était les peintures rupestres. Ils venaient d'inventer l'anonymisation. Quelques années après, à peu près 5000 ans, les Égyptiens ont sorti les hiéroglyphes. Donc, il fallait la clé de chiffrement pour pouvoir arriver. Ils venaient d'inventer la pseudonymisation. Ensuite, on a commencé à se libérer un petit peu dans les données, mais il y avait quand même des limitations aux accès grâce à l'imprimerie et à Gutenberg. Il y avait une condition, il fallait savoir lire. Ensuite, au fur et à mesure, hein, nous sommes arrivés au premier ordinateur qui avait son propre langage. Hein, donc en 1937, vous voyez, on est parlé de 18 000 ans à 1937. Là, on avait le chiffrement. Seuls les gens qui avaient les clés de chiffrement arrivaient à déchiffrer ces fameuses cartes perforées.
Ensuite, là, on commence à rentrer dans une version un peu plus ouverte avec la mise en place de l'ordinateur et les accès limités. Alors, c'était limité, pourquoi? Parce qu'ils ne communiquaient pas, il fallait avoir accès à la machine. Bon, il n'y a pas de sécurité, tout le monde pouvait, il suffisait d'appuyer sur le bouton, mais on avait accès à la machine, c'était limité. Ensuite, dans les années 2000, on a commencé à avoir un accès ouvert avec le cloud. Alors avec le cloud, on y met tout dedans, on est heureux, c'est un espace de convivialité, d'échange, et tout le monde est heureux. Et puis, arrivé en 2004, Facebook, et là, on est dans un accès totalement libre, totalement ouvert et sans limite. Résultat, arrivé le 25 mai 2018 du RGPD, ce que j'ai résumé d'un mur à l'autre. Alors, je vais passer très rapidement, parce que ça a été vu par Maître Haas sur les exigences du RGPD, donc là-dessus je ne vais pas revenir. Alors, pour un DPO, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, tout simplement, il faut que je réponde à un certain nombre d'exigences. Ces exigences, on les a, c'est le principe d'accountability avec mes politiques de sécurité et systèmes d'information, avec l'ensemble de mes cartographies des risques, avec la formation de mon personnel, avec l'obtention des consentements. Ensuite, je dois respecter tous les principes, je dois aussi respecter toutes les obligations que vous avez, et qui ont été brillamment repris, mais brièvement par Maître Haas. Et ensuite, j'ai la mise en place de tous mes traitements. Une fois que j'ai tout ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je les mets dans des belles machines, des serveurs, et là, je suis content. J'ai obtenu 250 téraoctets de justification de ma... Exact. Je suis totalement... je respecte totalement les règles, j'ai 250 téraoctets, c'est-à-dire que la CNIL peut venir me voir, je peux tout leur justifier. Oui, je peux tout leur justifier. C'est le mot exact. Donc, j'ai bien respecté l'esprit. Mais, alors, à côté de ça, comme j'ai à peu près 3500 clients de tailles différentes et j'ai à peu près 4000 sous-traitants, hein, fatalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du renforcement contractuel avec la mise en place de DPA et puis avec ça, je suis totalement couvert. Donc là, je suis un homme heureux, c'est-à-dire que je peux avoir une data brèche, la CNIL peut débarquer, je suis conforme, je vais minimiser. Alors bon, ma taille est à peu près 25%. Si je ne suis pas conforme, si je n'avais rien, ça me coûterait 4%. Si j'ai quelque chose, ça me coûtera beaucoup moins. Mais j'ai oublié un paramètre. Le Shadow IT. Donc, qu'est-ce que c'est que le Shadow IT? C'est un terme qui désigne des systèmes d'information et des communications réalisés et mis en œuvre au sein d'organisations sans approbation de la direction des systèmes d'information. En deux mots clairs, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est une contrainte, qu'est-ce qu'on fait? Esprit typiquement français, on la contourne. Donc, résultat des courses, je résume. Les difficultés du RGPD à intégrer, c'est l'erreur ou la bêtise humaine, ça dépend de quel côté vous vous placez. Et alors ça, dans ce domaine-là, je reprendrai simplement ce que disait Albert Einstein, hein, c'est la pensée du jour. Seules deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Et en ce qui concerne l'univers, ce n'est plus... Hein, je n'ai pas acquis la certitude absolue. Voilà. En revanche, en termes de bêtise humaine, je peux vous dire qu'au quotidien, je le constate. Ça, c'est un constat. Ceci étant, la CNIL, elle, dans ses recommandations, n'a pas prévu un article, enfin, le RGPD ne prend pas en compte comme minimisation la bêtise humaine, parce que, normalement, nous sommes censés avoir sensibilisé, formé l'intégralité de notre personnel à ce genre de choses. Alors, quelles sont les visions que l'on peut avoir au bout d'un an du RGPD? Figé ou dynamique? Figé version Pompéi ou dynamique version homme d'aujourd'hui? Tout simplement, en général, on a une opposition de deux visions. Aujourd'hui, le RGPD a été confié, parce qu'au moment de la mise en place, tout le monde a reculé, a renaclé, a repoussé, et puis au moment, le 24 mai, moi je me suis inscrit comme DPO, je dois être dans les 100 premiers au moment où ils ont ouvert le 25 mai. Donc aujourd'hui on a 35 000, j'en suis très heureux. Ceci étant, si vous regardez
les dates d'inscription, on est vraiment postérieur à la date de mise en service du RGPD. Donc en fait, on a deux oppositions. Lorsque le point est arrivé dans les entreprises, où d'un seul coup, on a fait un peu de publicité, ils sont vus 4% du chiffre d'affaires monte, le directeur général a demandé à son juriste, qui a lu en disant « Ah, il faut avoir des connaissances juridiques ». C'est ce qui est écrit pour avoir le profil du DPO. Donc fatalement, qui mieux que le juriste, dans une entreprise, peut prendre le poste de DPO. Le seul problème, c'est que quand on se retrouve confronté sur des contrats, vous vous retrouvez avec deux juristes face à face. Et alors là, vous arrivez à des situations absolument ubuesques. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. La juriste chez moi que j'adore, avec qui je travaille régulièrement et avec qui j'entretiens des relations professionnelles, mais plus qu'amicales, se retrouve face à un grand groupe, à la juriste d'un grand groupe. Et alors, je m'envoie du papier, et alors on a inventé un truc sur Word qui est fantastique, c'est le mode révision. Et alors là, je me retrouve avec un truc, avec une page complètement caviardée sur le côté, on n'arrive même plus à lire tellement il y a des flèches. Et alors je retire une virgule, je rajoute une virgule. Bon. Et puis j'étais en congé à ce moment-là. Erreur. Et je reviens de congé. Et on me dit, bon, on a traité pendant ton absence, maintenant, à toi de reprendre le bébé. Et j'ai posé bêtement une question. Y a-t-il des données à caractère personnel? C'était la première question qu'il fallait poser. Alors, en termes d'espace-temps, elles ont dû passer toutes les deux entre 2 et 3 jours de lecture, de relecture, de réécriture, de re-réécriture, de re-réécriture, de re-relecture, pour arriver à la question toute bête de dire, y a-t-il des données à caractère personnel? Non. En fait, on vendait des écrans. Mais un écran donné à caractère personnel, hormis coller le post-it avec le nom de la personne dessus, mais qui ne nous incombe pas, il n'y avait pas de données à caractère personnel. Donc, fatalement, ma réponse n'a pas plu à la juriste et à la DPO de ce grand groupe, qui m'a convoqué. Moi, elle a osé. Donc, avec une réunion de 3 heures de réunion pour mettre en place le DPA. Je leur ai dit, j'ai un quart d'heure à vous accorder. Café compris. 8 minutes après, j'avais fini la réunion, et effectivement, j'ai pris un peu plus de temps à boire le café pour discuter avec la DPO, mais sinon, pourquoi? Parce qu'effectivement, la première question, je l'ai reposée. Y a-t-il des données à caractère personnel? Ils étaient 8 autour de la table, ils se sont tous regardés. Non. Eh ben voilà, on a réglé le problème. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est déjà regarder et analyser. Ce qui est très chronophage, et pourquoi ça en fait une énorme contrainte, c'est parce que tout simplement, on le regarde que sous l'aspect du droit, sous l'aspect du contrat, sous l'aspect du droit. Regardons-le de façon différente, ayant une approche différente, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Ensuite, lorsque vous tombez sur des grands groupes, alors je ne vous parle pas des Microsoft et autres produits dérivés de ce type, qui eux c'est corporate, c'est en anglais, c'est corporate. Donc à chaque fois, alors je les ai un peu enquiquinés en leur disant, moi je suis désolé, on ne travaille qu'en France. Moi, la CNIL, elle est française, et la personne de la CNIL que j'ai croisée, c'est pas vrai, hein, je leur dis, elle ne parle que français. Donc, votre document en anglais, bah, vous me le traduisez. Alors, ils me l'ont traduit. Ça a été un grand moment de fou rire, parce qu'ils ont passé ça dans leur outil. Je leur ai conseillé de passer sur Google Traduction, parce que c'était incompréhensible, la traduction. Mais voilà, c'est déjà, ils vous balancent ça, c'est immuable, on ne peut pas y toucher, c'est corporate. Bah oui, c'est corporate. Et bien justement, c'est tout sauf corporate. Ensuite, les pénalités lourdes, on renvoie systématiquement aujourd'hui les entreprises, parce qu'elles ont peur, renvoient systématiquement la responsabilité sur les sous-traitants. Ah, c'est facile, c'est pénalité, c'est sans limite en matière de données à caractère personnel. Alors je leur dis, ok, je vous l'accepte, votre. En revanche, je ne traiterai que les traitements que vous m'avez confiés, par écrit, dans le cadre du DPA. Et alors, effectivement, on a fait une fois l'expérience, hein, l'exercice, puisque c'est comme ça, ok. Première question, première mission qu'ils nous ont confiée, c'est pas dedans. Donc vous faites pas. Ah bon? Ah bah oui. Vous voulez que je sois sans limite, mais sur les choses que vous m'avez confiées. Moi, sur les choses que vous ne m'avez pas confiées, alors, comme on travaille aussi pas mal ce qu'on appelle en régie, c'est-à-dire que l'on met des informaticiens à disposition des clients chez eux pour des développements, pour des mises en place de systèmes informatiques, vous vous retrouvez dans cette petite situation où
je dirais que les instructions, même si elles repassent par chez nous un responsable opérationnel de compte, on lui fait faire des choses, on va dire que c'est la 4e main ou la 5e main dans le système, dans le service informatique, et à partir de là, on lui fait faire des choses qui ne sont pas fatalement conformes aux traitements qui nous ont été confiés. Ensuite, méconnaissance. Alors là, il y a une méconnaissance totale sur des responsabilités des responsables de traitement. Voilà, les responsables de traitement, pour la plupart d'entre eux, alors pourquoi ? C'est que d'un côté, vous avez les opérationnels qui, eux, savent quel est leur traitement. Et puis en face de nous, on a quoi ? On a les achats et le service juridique, qui, eux, sont totalement déconnectés de la réalité des opérationnels. Donc, il y a des discussions sans fin avec les achats. J'ai encore un exemple qui remonte à la semaine dernière, un grand établissement bancaire qui est arrivé, et à la dernière minute, tout était calé, on avait un marché complet avec une partie dans les dom-toms sur lequel on fait appel à un sous-traitant. Donc on avait mis en place avec le DPO le DPA, c'est le cas de le dire, et puis à la dernière minute, l'acheteuse est arrivée en disant tout compte fait, on va passer une petite partie simplement en direct à notre sous-traitant. Très bien. Mais oui, mais en termes de RGPD, on fait quoi ? Puisque nous, on traite une partie des données, ils traitent une partie des données, et comment on traite la partie du milieu ? Ah, alors là, depuis 8 jours, ils sont en train de réfléchir, savoir comment ils vont faire. Ensuite, méconnaissance des traitements confiés. Alors là, ça, c'est un des gros travaux qu'on a eu à mettre en place avec le cabinet AS, c'est-à-dire qu'au départ, on a pris le RGPD, c'est-à-dire on envoie notre DPA en disant « donnez-nous vos traitements et puis on va les traiter ». Pas de souci, sauf qu'effectivement, dans les traitements, sur à peu près 400 ou 500 DPA que j'ai envoyés, j'ai eu un retour. Déjà parce que les gens ne savaient pas ce que c'était qu'un traitement, donc le temps que ça fasse le tour de l'entreprise pour savoir ce que c'était qu'un traitement et qui devait répondre, alors là, c'était rock'n'roll. Donc, à partir de là, pour quand même être un semblant en conformité, on est allé un peu au-delà de c'est-à-dire qu'on a déterminé, nous, des grandes bases de traitement, puisqu'on va toujours quasiment les mêmes types de contrats, soit c'est des supports de proximité, soit c'est du support helpdesk, soit c'est d'infogérance, maintenance, réseau, informatique. À partir de là, on s'est dit, on va créer les grandes lignes, et puis on ne fera plus que de l'adaptation. Et puis, je dis, aussi, dans les contrats, on a déjà l'amalgame entre données à caractère personnel, c'est-à-dire que le RGPD, c'est devenu données, purement et simplement, c'est-à-dire tout type de données. Donc, alors là, je ne vous dis même pas les traitements, c'est impossible à déterminer. Donc, l'élément souvent oublié, le traitement et la présence des données à caractère personnel. Ça. Alors, pour écorner nos camarades juristes, je suis revenu sur Auguste de Toeuf, qui était premier président d'Alstom. Dans O.L. Barenton, confiseur, il a écrit un livre en 1936 qui disait « Deux juristes travaillent pour deux maisons en conflit, soutiennent avec une égale rectitude deux thèses rigoureusement opposées. Un juriste ne transige pas, il a le droit pour lui. » Et c'est ce que l'on rencontre très souvent aujourd'hui dans la mise en place du RGPD, c'est-à-dire un conflit entre deux juristes et deux visions, en oubliant complètement, la première finalité, c'est-à-dire le traitement des données à caractère personnel. Alors, deux visions aussi, est-ce que c'est industrialisable ou personnalisable ? Alors, aujourd'hui, l'industrialisation des clauses type nous sont imposées sans prise en compte des données. Il m'arrive fréquemment et régulièrement de recevoir des DPA, on ne parle même pas de données, c'est-à-dire qu'on vous impose tout, vous êtes responsable de tout, mais lorsque vous posez la question, quels sont les traitements, les finalités, les durées de conservation, alors là, et c'est là où on a le problème, on n'a plus de retour, plus de son, plus d'image. Voilà, donc les ventes de logiciels en est typiquement l'exemple type. Le leasing aussi, on vous impose des règles alors qu'on ne fait que... alors il n'y a pas de traitement de parc, on a simplement, on fournit une machine, on paye une location et on récupère les machines.
Bien, alors la récupération de machines fait l'objet de traitement, mais sur ces parties de leasing, les gens vous imposent des règles RGPD qui sont exactement les mêmes que si vous assuriez une mission de marketing avec une gestion de fichiers informatiques. La distribution, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Bon voilà, on vous impose un DPA de 15 pages pour de la vente d'écran ou de souris. Voilà, on n'avait pas de mal à trouver où étaient les données. Mise en place des instructions du responsable de traitement dans les DPA, alors là, ça, c'est la grande nébuleuse. Aujourd'hui, c'est le gros travail à faire, c'est-à-dire que les entreprises ne savent pas quels sont les traitements qu'elles gèrent. Alors, elles connaissent celles qu'elles gèrent, elles, pour leur propre compte, mais celles qui sont confiées, elles sont incapables de les définir. Honnêtement, aujourd'hui, sur tous les DPA que j'ai envoyés, je dois en avoir envoyé 400 ou 500 à peu près, sur les 3000, parce qu'il y en a certains, c'est de la distribution, donc on a réglé le problème. Mais j'ai dû avoir d'instructions claires, précises, 5. J'ai 5 entreprises qui ont répondu dans l'esprit du texte. Alors, il s'avère que pour certaines d'entre elles, c'était des mutuelles, donc ils traitaient des données de santé. Donc il y a peut-être une relation de cause à effet. Et alors, autre phénomène, et alors là on l'a avec l'État, mais l'État, c'est un point que je ne sais pas si vous l'avez, l'État n'est responsable de rien et surtout n'est pas pénalement, enfin financièrement pénalisable. Il nous arrive fréquemment, on nous dit envoyez-nous les pièces d'identité. Ah, ben non monsieur, je vous les envoie, mais moi sous un format chiffré. Est-ce que vous avez un mode opératoire? Ah non. Bon, donc je vous l'envoie sous un conteneur crypté qui s'appelle Z, qui est validé, qui a tous les stempels de l'ANSSI, et donc qui est utilisé du reste dans les services de l'État, et donc vous l'envoyez les pièces d'identité. Et il me rappelle en me disant, on ne peut pas les ouvrir, parce qu'on ne nous autorise pas à télécharger l'application qui ouvre le conteneur. Alors là, c'est l'anecdote, je ne voulais pas raconter, j'ai eu un établissement pénitentiaire sur lequel on devait faire une intervention, et la petite dame m'a froidement raccroché au téléphone en me disant je ne sais pas ce que c'est, envoyez-moi la pièce d'identité en clair, je ne sais pas ce que c'est que cette loi, moi on m'a rien dit, je ne sais pas d'où vous sortez le RGPD. Véridique, on pourrait dire non, il exagère, non, voilà la réponse qui m'a été faite. Et du reste, je me suis renseigné auprès de ma direction régionale, ils ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette loi que vous nous inventez? Et c'est le ministère de la Justice. Donc, avant que le Conseil d'État prenne des décisions, enfin pas le Conseil d'État, mais avant que les différentes cours prennent des décisions, je pense qu'il y a un peu de formation à faire. Je vous invite à aller les démarcher. Et une grosse entreprise aussi nous demandait les pièces d'identité. Je lui ai dit, je vous l'envoie sous format billet, on ne peut pas le télécharger. Dans ces cas-là, on ne fait pas. Donc on n'a pas pu rentrer. Et puis, fatalement, la direction des achats s'est fâchée, très fort, en disant, oui, c'est inadmissible, il y a rupture de contrat. J'ai fait, non, il n'y a pas rupture de contrat, vous devez d'appliquer la loi, ce d'autant que à l'époque, votre CIL, le DPO n'était pas encore nommé, nous avait envoyé une lettre en disant, voilà ce que vous devez respecter. Donc, vous voyez, il y a le siège, grande entreprise avec le DPO, et puis ensuite, on a la réalité du terrain, c'est-à-dire quand ça redescend jusqu'à la base. Et là, juste sur la question des cartes d'identité, parce qu'il y a une décision qui a été rendue par la CNIL. Il y avait notamment des sociétés, pour payer, ils prennent votre carte d'identité, ils faisaient des photocopies, et une personne a demandé, a porté plainte à la suite de ça, en disant, vous avez fait la photocopie, maintenant vous avez vu que c'était bien moi, je demande à ce que vous supprimiez ce document. Il y a eu une résistance de l'entreprise, la CNIL est intervenue et a rappelé qu'on devait vérifier, mais en aucun cas conserver, et donc elle a obligé l'entreprise à changer toutes ses règles, et notamment la destruction. La question des cartes d'identité est très importante parce que les personnes ne sont pas non plus habilitées à pouvoir conserver, et ça peut se vendre sur le dark web très cher, enfin pas très cher, $50. Donc effectivement, il y a des enjeux là-dessus. J'en connais les enjeux, j'ai été moi-même victime malgré mon poste, puisque j'ai fait l'objet d'une usurpation d'identité avec ma pièce d'identité et que la personne a emprunté pour plus de 80 000 €. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai voulu acheter ma maison il n'y a pas longtemps, où on m'a dit ah non monsieur, vous n'avez pas remboursé toutes les banques, toute une série de banques. Donc c'est pour ça que là-dessus je suis en plus très vigilant. Et donc cette entreprise a fini par me dire
Ah, mais c'est une rupture de contrat. Et, monsieur, non, on ne peut pas accéder parce que vous ne nous donnez pas les moyens. Moi, je vous envoie les fichiers cryptés, le fichier crypté, je vous donne le mode opératoire pour le décrypter. Après, oui, mais on ne nous autorise pas à télécharger l'application. Eh bien, j'ai fait, ça c'est tant pis pour vous. Ça a duré un peu de temps, on s'est fâché jusqu'à un moment où j'ai l'arme absolue. Je dis, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, on va faire appel au juge de paix, hein, au médiateur qui s'appelle la CNIL. Donc je vais saisir la CNIL, et puis on va leur demander leur avis, savoir si c'est vous qui avez raison ou si c'est moi qui ai raison. Parce qu'ils m'ont clairement écrit, envoyez-les-moi en PDF en clair, avec le numéro. Et alors il y avait la pièce d'identité avec un document, avec le numéro NIR, donc le numéro de sécurité sociale. C'est-à-dire que là, on avait une totale. Voilà, voilà la réalité, donc je leur ai dit non. Et puis quand je leur ai dit, bon, on va se renseigner, et puis ils se sont renseignés, puis 3 jours après, ils m'ont dit, on a pu télécharger l'application. Donc vous voyez comme quoi, des fois, il suffit simplement d'un peu de pédagogie. Donc, encore une fois, seul élément oublié, le traitement et la nature des données à caractère personnel. Les difficultés, contraintes ou opportunités, voilà. Alors, le RGPD, dans l'entreprise, accentue les peurs dans un monde anxiogène. 4% du chiffre d'affaires monte, ça fait peur à tous les directeurs financiers de tous les groupes, de toutes les sociétés en France, et à l'étranger du reste. Hein, alors, honnêtement, ça fait vraiment très peur. C'est-à-dire que ce que je ne pouvais pas obtenir en termes de mesures techniques et organisationnelles comme directeur sécurité, je ne l'ai pas obtenu comme directeur sécurité parce qu'on n'en voyait pas la nécessité. Par contre, on l'a vu la nécessité dans le cadre du RGPD, puisque ça apparaissait dans la cartographie des risques comme étant un point faible. Vous voyez, comme quoi, il suffit aussi d'un peu de pédagogie à la direction de ses patrons. Aujourd'hui, le RGPD est vu par l'ensemble dans l'entreprise comme une contrainte juridique supplémentaire. Alors, je ne rajoute pas, si on rajoute un peu de sapin d'œuf, un peu de ceci, un peu de cela, on finit par avoir une couche qui fait que les gens disent « ouais, c'est une contrainte supplémentaire. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit conforme ?» Ouais. Et puis après, on cherche à le détourner, le shadow IT, on en revient. Pour les opérationnels, c'est totalement incompréhensible. C'est un langage qui est propre au DPO, et j'ai fait une réunion l'autre jour avec cette grosse centrale d'achat où il y avait le compliance officer et puis tout son staff compliance, et puis il y avait les opérationnels de chez moi et les commerciaux. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit c'est pas difficile, on a compris bonjour et au revoir, et au milieu, on n'a rien compris. Voilà. Donc il y a un gros travail là aussi de vulgarisation, même si c'est clair, c'est du français, mais de vulgarisation du RGPD. Ça, il y a un prochain bouquin, c'est le RGPD pour les nuls, ou voilà. C'était pour mon boss, il a bien compris, maintenant c'est pour les nuls. Voilà. Le RGPD aussi, pour l'entreprise, pour les opérationnels, m'oblige à changer ma façon de travailler. Et alors ça, c'est totalement rédhibitoire. Ensuite, interlocuteur supplémentaire, le DPO est un interlocuteur supplémentaire blanquant dans mon action, ben oui, parce qu'effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, le DPO, il intervient partout. Toutes les informations que je n'arrivais pas à avoir en tant que directeur sécurité, je les ai en tant que DPO. Ensuite, le DPO, il vendeur de peur, mais sans solution à mon problème opérationnel. Voilà très souvent ce qu'on entend de la part des interlocuteurs que j'ai en tant qu'opérationnel. Ouais, il nous dit on peut pas. Oui, pourquoi ? Parce que effectivement, ça revient aussi au profil, à savoir que les recrutements ont été faits à partir des bases de droit et qui ne peuvent pas toujours comprendre le fonctionnement interne de l'entreprise et comment je l'adapte. Des choses assez simples, c'est comment je sécurise une machine que je dois envoyer pour un effacement à Montluçon. Hein. Voilà, il faut trouver une solution à l'opérationnel parce qu'on lui dit tu ne peux pas l'envoyer comme ça parce que si la machine ou l'ensemble des machines était détourné, on récupère l'ensemble des données et de la machine ou du camion qui va servir. Bon, et puis n'importe qui peut pirater les données. Et là, il dit, mais on fait comment ? Donc là, le DPO, il a aussi un rôle de conseil. Il faut qu'il apporte une solution, qu'il trouve une solution qui soit une solution, économiquement viable, parce que je peux le faire en transport de fonds, hein, ça, il n'y a aucun problème, mais ça va être... voilà. Bon. Ensuite, le DPO est omniprésent dans les approches de l'appel d'offres à la fin du contrat. Donc ça veut dire qu'il vient perturber mon quotidien. C'est-à-dire que je suis obligé de passer par lui
sur un grand nombre de choses, parce que dès l'instant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure pour cet établissement bancaire, dès l'instant où on change quelque chose au niveau du contrat, dès l'instant où je modifie certaines règles de fonctionnement, ou je modifie le périmètre du contrat, à ce moment-là, je suis obligé de demander à mon DPO. Avec comme esprit que seul l'immobilisme obtient le consensus. Donc ça, c'est vrai que dans l'entreprise, une fois qu'on a mis en place les choses, le fait de changer, et le RGPD fait changer beaucoup de choses en entreprise, dans le mode de fonctionnement, dans le mode de travail. Alors les solutions, eh ben, il n'y a pas de solution miracle, le DPO providentiel n'existe pas. Alors ça, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai essayé de l'être, je m'aperçois que non. Il faut savoir être humble et modeste, donc ça n'existe pas. Donc à partir de là, il faut adapter. Donc en fait, l'année de la mutation, c'est le DPO doit être un outil d'aide à la décision. Le RGPD doit être un outil d'aide à la décision, impératif. C'est-à-dire qu'il faut intégrer le RGPD dans les prises de décision. Une fois qu'on l'a intégré là, à ce moment-là, c'est simple de pouvoir le faire adapter. Dès l'instant où, comme ça arrive beaucoup, encore fréquemment, on avance, et puis quand on est à 3 ou 4 jours de la fin ou la mise en place du contrat, on s'aperçoit que, ah mince, on ne lui a pas demandé son avis. C'est ce qui est arrivé récemment sur un contrat, où là, ils ont posé la question au DPO et au RSSI, aux deux, et là, tout a été balayé d'un revers de main parce que rien n'était conforme. Le RGPD doit être un outil pour apprendre à travailler les données à caractère personnel autrement. Ce que je vous disais, c'est qu'il faut les travailler autrement. Le RGPD ne dit pas vous ne devez plus échanger. Justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la finalité de départ n'est plus du tout respectée. La finalité du règlement, c'est de dire on doit pouvoir échanger librement, mais en sécurité. Là, on a oublié le premier mot, c'est échanger librement. Donc, on n'échange plus. Parce que si je dois mettre en place des mesures de sécurité, pour moi, ça va être une contrainte. Donc, si c'est une contrainte, je ne le fais pas. Le RGPD doit être le point de départ d'une réflexion globale sur la gestion des data en général. Et oui, à partir du moment où je protège, à partir du moment où je mets en place des systèmes de protection des données à caractère personnel, qu'est-ce qui, derrière, va m'interdire d'aller plus loin et de faire en sorte que toutes les données soient protégées de la même façon, sachant que je n'aurai pas fatalement la sanction qui s'applique. Seules les données à caractère personnel seront concernées. Et donc, à partir de là, travailler sur une classification des données. Chez nous, on est en train de travailler sur la classification des données. Pourquoi ? Parce qu'on aura des outils automatiques pour effacement des données à caractère personnel avec les dates de conservation telles qu'elles sont prévues. C'est-à-dire que la date de création, la date de modification, au bout du effacement automatique. Avec une demande quand même à l'utilisateur s'il ne veut pas, à tout hasard, les archiver quand même. On n'est pas des sauvages. Le RGPD, c'est une protection contre le risque d'image. Je rappelle que si vous faites épingler par la CNIL et que vous avez votre nom, alors qui dit la CNIL dans la foulée, derrière, c'est BFM TV, c'est les Échos, c'est, enfin, je passe sur tous les grands médias qui disent « Ah, il s'est fait épingler ». En parallèle de nos activités, on a discuté, je travaille avec la gendarmerie et sur la branche intelligence économique, comment déstabiliser une entreprise à travers le RGPD. Une entreprise du CAC 40, comment la faire basculer entre les mains d'un groupe étranger en utilisant le RGPD. Je peux vous dire que c'est très intéressant et c'est très facile. Le RGPD est un outil d'intégration sociale dans l'entreprise. Oui, pourquoi ? Parce que ça nous oblige à travailler différemment et à communiquer beaucoup plus librement avec les gens dans l'entreprise. Un exemple, nos techniciens, pour le compte duquel on envoie des pièces d'identité, pour lequel on envoie un certain nombre d'informations à caractère personnel, on a dû travailler avec eux pour savoir comment on allait mettre en place un système qui soit sécurisé pour que leurs données soient protégées. Et là, à partir de là, les partenaires sociaux qui avaient du mal à venir me voir, en tant que directeur sécurité, tout naturellement, ils viennent me voir et on échange librement et sur tout plein de sujets. Donc c'est devenu, et sur lequel ça nous permet d'avancer sur d'autres sujets. C'est un outil d'échange sur la façon de travailler et c'est un nouvel atout commercial à mettre en avant. Sur 3 contrats, on a gagné des contrats sur des appels d'offres, parce que d'abord, on m'a invité en soutenance, parce que pareil que je présente bien, et puis ça faisait bien, et que je suis arrivé déjà avec un premier jet du registre de traitement sous-traitant, en intégrant déjà par rapport à ce qu'on connaissait, nous,
par rapport à l'appel d'offres. Et donc, quand les entreprises, dans leur classement, sont aperçues qu'on était, nous, par rapport à nos concurrents, très en amont sur la partie protection des données à caractère personnel, eh ben, c'est ce qui a fait le petit plus, qui a fait qu'on a récupéré le contrat. Voilà, c'est pas ça qui a fait qu'on a récupéré le contrat de façon globale, mais c'était le plus qui a fait basculer la décision parce que l'entreprise se dise « je me sens sécurisé ». Alors, le DPO, alors c'est le nouveau VRP du monde numérique. Bon, c'est des grandes phrases, hein, mais c'est le cas. Aujourd'hui, ça va être celui que l'on va venir présenter. C'est celui, dès l'instant où on va toucher à la data, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont que personnelles, mais à terme, ce seront l'ensemble des datas qui seront concernées. Et donc, c'est le nouveau VRP, c'est comment je peux garantir à nos clients ou à nos fournisseurs et sous-traitants que toutes leurs données seront protégées. C'est aussi la pierre angulaire de la transversalité en entreprise. Évidemment, le DPO est obligé de travailler avec l'ensemble de l'entreprise. Les juristes, hein, quand même, hein, les RH, la DSI, parce que c'est quand même la base de son métier, mais aussi le commerce, les opérationnels, et on travaille ensemble de façon à trouver des solutions. C'est aussi le garant de l'image de l'entreprise en matière de data. C'est-à-dire que dès l'instant où on parle data, aussitôt, ah mais nous on a un DPO. Et puis, c'est un référent en matière de data, il est le conseil de la direction du commerce et des opérationnels. Alors, le profil du DPO, alors, homme-femme, hein, j'ai évité les poissons rouges, donc il faut impérativement que ce soit quelqu'un qui ait un peu d'expérience. On peut avoir on peut sortir d'école, et c'est très bien, hein, sauf que pour pouvoir répondre de façon optimale aux questions qui vont être posées et qui arrivent de partout, il faut avoir un petit peu d'expérience, avoir un peu de vision. Il faut une personnalité forte, sans être autocratique, ni un dictateur. La réponse non est aussi une réponse, mais lorsque je dis non, il faut que ça soit motivé, justifié, et que surtout je sois en mesure d'apporter une réponse autre que celle que non. Voilà. Non, c'est facile. Hein. Il faut qu'il ait une stature de sachant, c'est-à-dire qu'on vienne le voir parce qu'on sait qu'on va trouver une réponse. Il faut que ça soit un communicant, parce que, encore une fois, il faut communiquer auprès soit de ses équipes, soit des clients, soit des sous-traitants, soit des fournisseurs, la motivation de la façon de travailler qui n'est peut-être pas totalement adaptée. Et puis, une volonté de pédagogue et de formateur. Hein. C'est la personne qui est timide et là, ça ne va pas être possible. Parce qu'il faut expliquer. Je vous dis, aujourd'hui, année 1, fin d'année 1, on est le 24, 23, 24, à 2 jours du premier anniversaire des bougies. Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, peu de gens ont une vision globale de ce qu'ils ont lu dans la presse, mais sont incapables de... Simplement, on a monté des groupes Enfin, je fais des formations en présentiel, et je l'ai fait chez moi, avec ma femme qui ne m'a pas posé de questions, hein. Donc je la tiens en 1h15, la formation. Je me suis appuyé sur des MOOC qui ont été très bien montés, plus, en revanche, dès l'instant où je suis dans une salle avec 15-20 personnes, je suis entre 2h30 et 3h. Parce qu'il y a plein de questions, ça enclenche plein de questions, plein d'interrogations. Alors le DPO en 2, et la chrysalide devient papillon, hein, ça c'est... Voilà, faut que les DPO prennent leurs envols. Hein, et pour en résumer, une fois que j'ai mes 250 téraoctets de données, de justificatifs de conformité, il faut que je mette en place des méthodes de travail et d'échange interservices, développer des plateformes de travail et d'échange avec les clients, les fournisseurs, les sous-traitants. Hein, c'est ce qui est en train de se mettre sur place. Alors les nouveaux outils informatiques nous permettent de le faire facilement avec Office 365, quoique j'ai des grandes discussions avec Microsoft sur le sujet. Développer une démarche d'audit. Alors encore une fois, développer une démarche d'audit, il y en a tellement partout. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai à peu près 20 000 logiciels que l'on vend. Si je dois auditer 20 000 logiciels, je vous laisse deviner, c'est une équipe de 30 à 40 personnes à plein temps à l'année. Alors sur les logiciels, je vais vous donner un exemple aussi, rapide. Un grand fournisseur de RP
qui nous a vendu un logiciel et notre DSI l'a mis comme ça en service, c'était pour des notes de frais. Le premier jour, je me suis connecté dessus, j'ai dit « Ah, il y a un truc qui ne va pas, problème de minimisation des données ». C'est-à-dire qu'en fait, ils ont développé pour tout plein d'applications, mais nous, on l'utilisait qu'à 10% de ses capacités. Donc, question, c'est est-ce qu'il devait être bridé au départ, c'est un système en mode SaaS, est-ce qu'il devait être bridé au départ par le fournisseur, ou est-ce qu'il devait être bridé par notre DSI? La question, la DSI nous a dit on ne nous en a pas parlé, et l'autre nous a dit on ne nous a rien demandé. Voilà, donc là, visiblement, nous avions un défaut de conseil de la part du fournisseur. Donc j'ai essayé de joindre les équipes, le DPO, ils m'ont regardé, ils n'ont même pas daigné répondre. Le mot exact, c'est même pas daigné répondre, en disant il est qui, lui, pour nous parler? Voilà. Donc fatalement, un de nos clients m'a interrogé sur la conformité de ce logiciel, justement le même, pour mettre en place dans ses équipes. L'avantage, c'est que ce n'est pas nous qui le vendions, sinon j'aurais peut-être pas eu la même réponse, hein. Faut être tout à fait honnête. Et donc je leur ai dit, bah, écoutez, voilà les problèmes que j'ai rencontrés, voilà les problèmes que j'ai rencontrés. Donc ils n'ont pas souhaité donner suite à l'acquisition de cette application. Résultat, et je mens pas, 10 minutes après, le DPO m'appelait en me disant, bon attendez, on va regarder comment on fait. Alors, par principe, en tant que DPO, je refusais de saisir mes notes de frais sur une application qui n'était pas Privacy by Design. Bon, quand j'ai pu le faire, ça m'a coûté cher, parce que j'avais quand même une grosse note de frais. Mesures techniques organisationnelles à réétudier. Voilà, donc là, même chose. Hein. Derrière ça, une fois que j'ai fait le constat, il faut revoir toutes les mesures techniques et organisationnelles en fonction du RGPD. Sensibiliser, former le personnel, échanger, sensibiliser, conseiller les clients, échanger, sensibiliser et conseiller les sous-traitants. Il faut savoir que dans notre métier, on a beaucoup de de micro-entreprises ou de travailleurs indépendants. Alors lorsque vous avez un Airbus, je prends Airbus parce que j'ai le chiffre d'affaires en tête, hein, qui est de 400 millions, ça fait 160 millions l'amende, donc ramenons 40 milliards, qui vous dit, voilà, l'intégralité de la pénalité, elle est pour vous s'il y a un problème. Et, ça fait 160 millions l'amende, hein, au bas mot. Donc, nous, on a bien respecté, puis on a un prestataire qui est intervenu, qui est rentré dans la catégorie erreur ou bêtise humaine, qui a fait l'erreur. Aller expliquer à un brave monsieur qu'il y en a pour 160 millions de pénalités, c'est totalement irréaliste. Et enfin, garantir aux clients que les fournisseurs sont conformes au RGPD. Donc pour conclure, le RGPD doit se résumer en 5 mots. Analyse, pragmatisme, simplicité, bon sens et communication. Merci de votre attention. Je vais peut-être un peu dire. Je voudrais justement rajouter quelque chose sur le DPO. C'est que, au bout d'un an, on se rend compte que finalement, la place du juriste en entreprise ou des conseils des professionnels du droit par rapport au règlement, on est des créateurs et des vecteurs de confiance. Et je pense que le rôle de tous les juristes d'entreprise s'est renforcé grâce au RGPD. On est des éléments dans la confiance et tout le monde s'est rendu compte. Et ça, c'est un point qui est important, que nous sommes les artisans de la sécurité juridique de l'entreprise. Et ça, c'est un point important. L'aspect mesures techniques, organisationnelles et techniques, c'est aussi quelque chose qui a été très important. Et finalement, le métier de juriste dans l'entreprise s'est élevé. On voit un peu le rôle, on n'est pas ceux qui empêchent de faire des choses, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a un vrai accompagnement et on devient aussi l'interlocuteur des autorités de régulation. Quand on voit ce qui se passe maintenant, il y a vraiment tout un chantier et donc il y a des stratégies à mener là-dessus. Donc quand on travaille souvent, on l'a vu avec les DPO, mais on est là pour neutraliser les risques. Les risques, on sait qu'ils sont là. Mais à un moment donné, on veut les comprendre. Et c'est vrai que cette approche de dire, finalement, de quel traitement
on parle et pourquoi on a besoin d'un traitement, ça a permis peut-être de mieux bâtir des contrats. On a vu à un moment donné, enfin nous on se marre parce que si vous voulez, c'est sur les clauses responsabilité. Donc il y a la garantie que l'on demande. Je rappelle qu'il n'y a pas une compagnie d'assurance à l'heure actuelle en France qui garantit la responsabilité pour, si vous voulez, des fautes dues à une mauvaise conformité au-delà de 3 millions d'euros. Donc quand vous avez, et donc il suffit simplement déjà de dire, on met en place les garanties nécessaires et suffisantes auprès d'une compagnie solvable d'assurance, c'est déjà un point, mais il n'y a pas au-delà. Donc quand vous demandez à un contrat, une petite structure, d'aller, et ensuite il y a un autre problème, il y a une vraie clause qui n'est jamais mise dans un contrat, qui est la clause si le sous-traitant, et c'est plutôt que de faire des clauses de garantie qui bloquent tout et puis où les gens croient protéger une entreprise alors qu'ils l'affaiblissent parce qu'ils vont avoir un mauvais partenaire pour contracter parce qu'il ne pourra pas répondre aux obligations. Il y a plutôt la clause, si vous voulez, résiliation. Il y a très peu de contrats dans lesquels vous voyez qu'en cas de manquement aux obligations de conformité du règlement, eh bien, on pourra automatiquement résilier le contrat. C'est dommage. Voilà des points sur lesquels aujourd'hui, il y a des points, il faut faire attention. Et on voit dans bâtir un contrat, et notamment les data agreements, ce que vous appelez les DPA, oui, c'est aujourd'hui, avant on avait une petite clause, aujourd'hui on a dans des entreprises, c'est presque 18 ou 20 pages. Hein. Et donc il y a toute une organisation à mener, le rôle du juriste s'est renforcé, d'autant plus quand le juriste propose des solutions. Et c'est ça qu'il faut voir. On voit beaucoup, il y a pas mal de contrats qui ne pourraient jamais se faire, où on est dans des zones de blocage, parce qu'on a des gens qui pensent faire leurs droits en mettant des clauses qui sont complètement déséquilibrées. Et je rappelle également qu'en droit, aujourd'hui, quand vous négociez un contrat, vous êtes dans le déséquilibre significatif et il faut faire très attention à un moment donné qu'on ne bascule pas là-dedans. Enfin, c'est des vrais enjeux. Et enfin, il faut bien bâtir une clause qui permette à l'autre partie de bien qualifier. D'où l'idée aussi, parce que ça on le voit, c'est que dans beaucoup de contrats, comme quand vous avez un sous-traitant, il doit déclarer l'ensemble des prestataires avec lesquels il travaille. Beaucoup préfèrent d'être co-responsables de traitement, et j'allais dire ça facilite aussi les choses. Il y a peut-être un peu plus de responsabilité, mais il y a moins on est à égalité par rapport à ce qui est demandé. Voilà. Je vous remercie. Je pense que peut-être ça me permet de vous dire que on a vu aussi que la mise en conformité impliquait l'utilisation d'outils. Parce que le juriste, pour pouvoir avancer, le DPO, pour pouvoir aussi gérer, parce qu'il y a une gestion des traitements, avait besoin d'outils. Et donc, il y a sur ce marché, il y a des sociétés qui sont des sociétés de confiance. Juste dernier point, même chose lorsque c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier, encore une fois, avec des parties contractuelles qui sont assez lourdes, assez complexes. Il faut se faire accompagner. Il n'y a pas de secret. Hein. Ce que je vous disais, l'homme providentiel qui sait tout faire n'existe pas. Ça, c'est donc il faut se faire accompagner, il faut avoir et puis il faut anticiper. Pourquoi ? Parce que ça peut arriver de partout. Je rappelle qu'effectivement la CNIL prend en compte un certain nombre de paramètres au moment où ils font une descente ou sur un manquement ou sur une data brèche, et à partir de là, ils vont aussi regarder l'ensemble de la conformité de tous les prestataires, aussi bien le responsable de traitement que les sous-traitants. Et si effectivement le sous-traitant il est conforme et que le responsable de traitement c'est la troisième fois qu'il se fait épingler, le montant de l'amende sera proportionnel aussi à sa non-conformité. Et donc après de renvoyer sur le sous-traitant la responsabilité sachant qu'il y a un article du Code civil qui dit que nul autre ne peut être responsable de sa propre forfaiture. Juste une chose aussi pour expliquer pourquoi lorsqu'un juriste veut être DPO dans une entreprise, ça se passe très mal pour lui. Pour l'expliquer. Donc soit vous êtes juriste, et il n'y a pas de directeur juridique, vous êtes votre propre juriste, soit vous avez un directeur juridique. Donc soit c'est le directeur juridique qui est DPO, ça peut être un choix, soit vous êtes son juriste et vous allez être DPO. Et là il y a un problème de pouvoir. Parce que le DPO va être au CODIR à la même place que le directeur juridique. Et donc ça peut avoir des frictions qui sont quand même importantes. Et c'est pour ça qu'il y a peu finalement de juristes qui sont DPO. Et quand ils le sont, ça peut poser de vrais problèmes. Donc il y a aussi des stratégies à mener.
Et c'est pour ça que je pense que la bonne solution, c'est d'être relais informatique et liberté. En tout cas, dans un premier temps. Le temps de mettre en place, de laisser quelqu'un DPO ou l'externaliser, et puis dans un second temps, et être relais informatique et liberté, surtout dans les grands groupes, où chaque direction juridique peut avoir quelqu'un et là, vous avez tous les éléments, vous formez un petit peu pour après candidater sur ce poste. On a des cas où ça s'est très très mal passé quand le juriste est devenu DPO, et donc ça a fait après des conflits avec sa direction juridique où il y avait des désaccords. Et ça, c'est compliqué aussi à gérer. Il faut le savoir. Oui, voilà. Et en plus, un DPO, c'est très compliqué pour le congédier. Parce que forcément, si vous arrêtez sa mission, il peut y avoir aussi un contrôle de la CNIL pour savoir pourquoi. Et cette personne aussi, s'il y a un contrôle, peut montrer aussi tous les points. Enfin, quand on met en place des outils, il y a la partie, j'allais dire, pour la CNIL, et puis il y a la partie des plans d'action pour l'entreprise, qui sont des documents confidentiels. Et propres à l'entreprise, qui, bien entendu, relèvent que de l'autorité de l'entreprise. Si vous avez quelqu'un qui n'est plus, qui peut aller au-delà, on a eu des cas où finalement le contrôle devenait catastrophique à ce moment-là, parce qu'on montrait tous les points d'écart. Je rappelle qu'il y en a 4832. Donc il y a pas mal de points d'écart. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre avec Geneviève Garrigo, qui est directrice des relations institutionnelles chez BMI System et qui va donc nous parler d'outils d'aide à la mise en conformité. Oui, en fait, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Mais plus que de vous parler de l'outil, pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous parler. On en a beaucoup entendu parler ce matin. Est-ce qu'on parle de gouvernance de données? Est-ce qu'on parle de gestion des risques? Personnellement, je préfère parler de prévenir parce que quand on parle de gestion des risques, c'est qu'ils sont déjà là. Et plus on va pouvoir les anticiper et les prévenir, mieux ce sera. Alors, 2 mots sur BMI System. Nous sommes un éditeur de logiciels donc français. On est leader en France et en Europe pour tout ce qui est justement mise en conformité, compliance, transparence pour l'industrie pharmaceutique, donc ce qu'on connaît sous les lois anti-cadeau. On en a beaucoup parlé il y a quelques années, on continue d'en parler. Et nous sommes arrivés naturellement sur le RGPD. Et c'est vrai qu'à travers nos logiciels, nous, ce que nous cherchons à faire, c'est d'une part aider à la mise en conformité, notamment quand on est sur les questions de transparence, des liens d'intérêt entre les professionnels de santé et les industriels. On sait qu'il va y avoir des publications sur les sites, par exemple, en fonction des pays, sur des différentes organisations, si ce n'est pas des ministères. Mais donc, on est sur cet aspect-là. De ce fait, on collecte des données. De ce fait, nous sommes très des données à caractère personnel, je précise. Et de ce fait, bien sûr, il y avait une forte demande déjà à la base sur tout ce qui est privacy by design. Mais aussi, ce qui est très important à travers nos outils, c'est que justement, ils vont pas simplement aider à mettre en conformité, gérer toute cette conformité, aussi en cas de contrôle permettre de valider le fait que cela a été fait, mais en plus, ils vont permettre d'organiser les processus. C'est-à-dire qu'à travers justement toute la chaîne de prise de décision, à travers tout ce qui est justement lié à cette mise en conformité, eh bien, on voit comment peu à peu, l'organisme se structure, parce qu'on l'a vu, chaque fois qu'il y a des nouvelles réglementations en matière de compliance, de protection des données, eh bien, il y a des modifications au niveau des organisations, et c'est tout à fait normal, puisqu'il y a une nouvelle gouvernance qui se met en place. Je voudrais, avant de rentrer dans le RGPD et justement comment anticiper gouvernance versus risque, le point aussi que je voudrais, moi, ajouter, c'est que souvent, on regarde ces nouvelles réglementations en disant une de plus. On oublie souvent que les réglementations sont mises en place pour de bonnes raisons et pas que pour de mauvaises raisons. Quand on abaisse la vitesse, par exemple, quand on a imposé la ceinture de sécurité, c'était pas simplement nous imposer une ceinture de sécurité, c'était pas développer uniquement le marché des ceintures de sécurité dans l'automobile, mais c'était aussi pour sauver des vies. Et souvent, on oublie ce qu'il y a derrière une réglementation. Et nous, on le voit bien, que ce soit justement dans l'aspect loi anti-cadeau ou que ce soit dans le RGPD, derrière, il y a des véritables attentes que des publics, c'est-à-dire des personnes en général. Ces personnes concernées dont on parle, il y a des véritables attentes. Et souvent, quand moi j'interviens, justement, y compris par rapport au RGPD,
Une des questions quand on commence à me dire oui, mais c'est contraignant, on peut pas faire ce qu'on veut. Et ma question est là, le traitement que vous voulez mettre en place, la gestion, le profilage que vous voulez faire, est-ce que vous êtes d'accord pour que ça concerne que vos enfants soient dans ce profilage, votre mère, votre mari, etc. Et là aussi, il faut voir que ce sont des règlements qui aussi protègent nos droits, qui protègent notre vie publique. Et donc, plus que de la bêtise, j'ai espoir que l'humanité est intelligente. Mais plus que la bêtise, je pense que souvent, on regarde les choses d'un point de vue très abstrait, sans mesurer l'impact de ce que l'on fait, un peu comme un médecin qui se préoccupe de couper et qui ne vérifierait pas que le patient qui vient d'opérer, on lui a bien mis sa perfusion. Voilà, il peut être bien cousu, mais si, voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire que regarder les choses dans leur globalité et voir de l'intérêt qui est le leur. Alors, on a beaucoup parlé ce matin du DPO, de la gouvernance, de la gestion des risques. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, et on le voit, il y a une véritable nécessité d'avoir des indicateurs qui vont permettre de piloter, d'accord, que ce DPO, celui qui est en charge, qui est aux manettes, on va pas dire qu'il est aux manettes d'un Boeing et sur le point d'atterrir ou de décoller, mais en tous les cas, il a beaucoup de choses. On a entendu parler des traitements, des sous-traitants, des notifications. Il y a un certain nombre de choses qui sont à suivre. C'est vrai que voilà, il peut avoir des indicateurs, mais derrière ces indicateurs, et là aussi c'est quelque chose qui a été, j'ai beaucoup aimé justement ce retour d'expérience d'un DPO, parce qu'effectivement l'an 1, on a l'impression que c'était quelque chose de figé, de statique. Et d'ailleurs on l'a vu, et à travers ce que vous avez dit également, moi je l'ai beaucoup entendu, à savoir que, eh bien, c'est vrai que la mise en place du RGPD il y a un an, on en a beaucoup parlé, on voyait cela partout, il y avait beaucoup de réunions. Et qu'est-ce qu'on entendait? On entendait que, bien évidemment, il fallait les traitements et le registre des traitements. Moi, je suis encore assez intéressée de voir combien de sociétés gère tout cela par Excel, mais derrière, il y avait aussi la gestion des cookies, les formulaires d'information, les sous-traitants, les contrats en place avec les sous-traitants. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Et là, la première chose, c'est que le registre, c'est pas juste une photo à un instant donné. Déjà, les traitements vont évoluer et il faut pouvoir suivre cette évolution. On l'a entendu parce que tout d'un coup, on peut savoir qu'à l'intérieur, on se retrouve avec des données sensibles. Il y a quelqu'un le marketing peut demander à faire évoluer le traitement. Donc, tout cela évolue. Et la grande difficulté que l'on va avoir, ici, vous avez par exemple tout ce qui est traitement et analyse d'impact. Mais vous voyez, les traitement évolue, le registre évolue, et ce qui va être difficile, c'est, je ne sais pas si vous pouvez le lire, c'est effectivement la traçabilité de ce qui s'est passé sur ce traitement, sur ce registre. Et pour cela, on en a parlé un peu tout à l'heure, nous, ce qu'on a développé par exemple, et ce qu'on utilise beaucoup, parce qu'on en a besoin au niveau de l'industrie pharmaceutique, justement parce qu'on a des durées de conservation sur des données spécifiques très particulières, etc., ce sont les pistes d'audit. Donc, effectivement, il va falloir garantir la traçabilité. Il faut bien voir que c'est quelque chose qui est mobile. Le deuxième point, c'est que il y a des mouvements transfrontaliers, c'est-à-dire que même la plus petite entreprise, même la toute petite micro, elle peut être à peu près persuadée que c'est les données qu'elle collecte à caractère personnel risque à un moment donné de passer les frontières. Elle doit s'assurer. C'est ce que nous explique la CNIL. Même la pharmacie du coin qui aurait des cartes de fidélité, etc. Ces données, où est-ce qu'elles sont stockées, qui va les traiter, comment ça va se faire. Et donc, la nécessité de prendre en compte cette notion, on n'est pas qu'en France, on n'est pas que dans l'Union européenne. Donc, comme le souligne d'ailleurs la CNIL, et là vous avez la cartographie qui est sur son site avec les États qui se rapprochent de législation proche du RGPD. On sait que c'est en pleine évolution, ça évolue partout et on pense que ça va devenir effectivement la référence.
Mais voilà, ça, il faut le gérer. Et derrière, c'est comment on suit ces mouvements. Comment on sait à l'échelle, surtout que, bon, on peut être présent en France, mais quand on est un groupe, quand on a plusieurs filiales, etc., comment on peut gérer tous ces mouvements, comment on sait où se retrouvent ces données. Et ça, c'est très, très important parce que il faut la conformité et c'est une responsabilité. Et de l'endroit où peuvent se trouver ces données, de comment elles vont être gérées, peut surgir un risque majeur. Et donc, savoir où elles sont va permettre justement de gérer et d'anticiper les risques. Et derrière, effectivement, on a beaucoup parlé là aussi, j'essaie d'aller vite parce qu'on gagne du temps, mais on a beaucoup parlé aussi de tout ce qui était violation, demande d'accès aux droits. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on connaît mieux peut-être tout ce qui est violation des données, vol des données. Et par exemple, aux États-Unis, ils sont particulièrement sensibles à cette notion de protection des données personnelles en raison justement de vol d'identité. Hein, et ça, c'est une préoccupation majeure. On en parle beaucoup moins ici, mais c'est une préoccupation. Et derrière cette préoccupation, c'est effectivement comment on va gérer, comment on va notifier. Mais il y a également la question d'accès aux droits. Et là, on a parlé de l'activisme. Et dans ces notions d'accès aux droits, c'est peut-être pratiquement le plus difficile et peut-être aussi là où il y a de plus fortes atteintes aux droits. Et pour cela que les pénalités sont les plus importantes, parce que derrière cela, en plus, c'est là où les concurrents, les anciens employés qui pourraient partir assez mécontents, pourraient avoir le plus d'accès, justement, pour mettre en difficulté une entreprise. Et quand on parle d'activisme, aujourd'hui, on voit plus l'activisme en termes de personnes, parce que les premières cibles je dirais, des activistes dans le cadre du RGPD, ça a été les GAFAM, hein, il faut dire les choses comme elles sont, et c'est plus par rapport à justement l'information, comment elles traitent les données, etc. Mais on peut très bien l'envisager, et ça c'est quelque chose, je ne veux donner d'idée à personne, mais je pense que les activistes n'ont pas besoin de mon point de vue pour avancer sur ces choses-là, mais que demain, effectivement, quand il y a une marée noire qui a lieu dans le golfe, par exemple, du Mexique ou ailleurs, plutôt que de dire on va boycotter tant l'entreprise, parce que ne pas s'arrêter à la pompe pour acheter, c'est peut-être compliqué, de dire, ben moi j'avais ma carte de fidélité, j'enlève mon consentement, et tout d'un coup, l'entreprise qui avait un volume de données personnelles qui faisait une richesse pour elle peut se retrouver justement avec des attaques. Et ce qui est très intéressant justement, c'est qu'au niveau de ces notifications de sécurité et de demande des droits, très souvent, on a toujours le sentiment que c'est ce qui se passe ici. Avec le RGPD, compte tenu que justement ça s'applique et les plaintes peuvent être déposées dans différents États. Pardon, je reviens ici. Vous avez vu comment ça peut s'allumer, etc. En fait, même par exemple, vous avez une petite filiale en Lituanie et vous l'avez oubliée, elle sort de votre scope et puis tout d'un coup, là-bas il y a une plainte et la sanction, si c'est une violation si c'est un problème grave au niveau d'accès des droits, eh bien, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial, comme si c'était une plainte qui était déposée en France ou à Milan. Donc, peu importe, c'est le chiffre d'affaires mondial. Donc, vous voyez de l'intérêt, de l'importance d'être en capacité de pouvoir suivre tout ce qui se passe à l'échelle justement transfrontalière et de pouvoir croiser. Et un DPO, surtout si c'est un DPO groupe et qui va avoir d'autres DPO, il doit être en capacité de pouvoir assurer tout ça. Le dernier aspect, dans justement cette question de gouvernance et gestion des risques, et là Gérard nous en a parlé dans la première partie, c'est les évolutions réglementaires. Parce que de toute façon, on sait très bien que déjà, par nature, tout règlement qui arrive, il y a toujours des angles morts. Donc, peu à peu, soit il va y avoir par pays des directives, des nouveaux qui vont se mettre en place pour pouvoir le faire. Certains pays peuvent adapter davantage à leurs droits, mais en plus, on a vu qu'il y avait des questions transnationales qui sont hors de l'Union européenne. Donc là aussi, eh bien, il peut y avoir des évolutions réglementaires et c'est fondamental de pouvoir intégrer à chaque stade et à chaque étape justement ces évolutions. Et là, vous voyez à quel point tout ceci n'est pas statique. Et c'est clair que par rapport à cette image, et là je vous rejoins, par rapport à cette première vision qui était vraiment on met les bretelles, la ceinture, on prend le parachute, hein, parce que quand on fait des contrats qui sont extrêmement durs, qui ne concernent même pas des données à caractère personnel, c'est vraiment là, on se dit, on met un pare-feu, mais voilà, on ne tient pas compte. Mais
on est vraiment dans une gestion permanente des flux d'informations et on peut avoir tous les tableaux de bord et vous voyez que justement l'intérêt de ces tableaux de bord, c'est de pouvoir suivre au niveau local, mais au niveau global, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et anticiper. Mais je finirai sur le point que j'avais commencé, c'est-à-dire que on peut avoir tous les meilleurs outils, il faut de la formation et on va en parler, il faut du contrôle juridique, mais derrière, il faut de l'expertise au niveau des DPO, mais derrière, il ne faut pas oublier pourquoi les réglementations sont faites, quel est l'intérêt qu'elles apportent, parce que si on déconnecte justement ce qu'apporte une réglementation de sa mise en œuvre, cela devient extrêmement lourd et les personnes ne comprennent pas. Et là, la bêtise peut donner libre cours. Alors que si on les sensibilise correctement sur quel est l'intérêt, surtout dans la société d'aujourd'hui où l'intérêt de ce que l'on fait est l'éthique, et c'est là où je veux, à côté du bon sens, il faut aussi mettre en avant l'éthique parce que c'est là où on pourra avoir vraiment un tandem gagnant. Et donc, s'il y a une jambe juridique, une jambe ce qu'on appelle, nous, solutions outillées pour justement tout ce qui est conformité et compliance. Il faut une tête avec plein de bon sens, qui soit bien formée et que l'entreprise, l'organisation ait toujours l'éthique en tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne. Il y a 58 000 postes à pourvoir en tant que DPO. Évidemment, les questions de cybersécurité, cyberrisque. Nous, au cabinet, on a développé cette année un nouveau département qui est le département cyberrisque, parce qu'on s'est rendu compte que la cybercriminalité, c'était à la fin, la cybersécurité, c'était en amont, mais le cyberrisque, il fallait aussi le comprendre et l'appréhender. Donc, il y a vraiment une véritable formation. Je pense que là, vous avez des outils, et en même temps, j'allais dire, il y en a une autre. Sachez que tous ceux qui sont DPO, vous êtes obligés, pour pouvoir continuer à être DPO, d'être formé pendant 12 heures chaque année en formation ciblée par rapport à votre activité. Et donc, avec les éco-formations, on va faire par métier, on a vu, des formations DPO, mais métiers, sur les grandes questions, droit d'accès, enfin, intérêt légitime, enfin, toutes ces notions que l'on voit, le besoin aujourd'hui d'être formé. Donc, voilà, vous avez aujourd'hui, donc, si on reprend la cartographie, vous êtes déjà DPO. Vous avez, dans l'année 2019, à justifier de 12 heures pour pouvoir continuer à être, si vous voulez, efficace dans votre fonction au regard de vos obligations vis-à-vis de la CNIL. Vous avez ensuite la possibilité, pour ceux qui ne le sont pas encore, qui sont responsables, RIL, de faire une formation d'IPO, ou alors vous avez les 2 ans d'ancienneté dans une activité, et donc vous le prenez, mais vous renforcez là-dessus, c'est asseoir en fait la fonction. Et enfin, vous avez la possibilité de dire finalement, être DPO, c'est bien, mais je veux l'adosser à un diplôme, un DU, et donc on a ce fameux diplôme qui est ensuite, j'allais dire, Adèle est très modeste, mais il a le diplôme de cybersécurité le plus couru de France, puisque vous avez des magistrats, des gendarmes, enfin, on a vraiment tout le monde de la cybercriminalité qui est présent et qui suit ces formations. Donc voilà un petit peu. J'allais dire que maintenant on est le RGPD, on est en 2. On a plein de projets. Vous allez en avoir plein. Ça va susciter beaucoup de besoins. Pour cela, je tiens à vous dire une chose, c'est que j'ai toute l'équipe de mon cabinet qui sera en haut si vous voulez discuter avec eux, si vous avez des questions. Et je laisse à notre animatrice de séance de conclure. Merci à tous pour ces riches échanges. Juste pour ajouter une petite précision sur le fameux cycle préparatoire à la certification que nous avons développé avec Maître Haas. On a aussi tenu à avoir une vraie innovation pédagogique dans le cycle. Donc par rapport à ce qui est proposé sur le marché, il y a de l'alternance entre de l'e-learning, du webinar, des rencontres avec des DPO. On a vu comme c'était riche de pouvoir avoir des retours d'expérience et des outils concrets. Donc je me tiens aussi à votre disposition si vous voulez plus d'informations sur ce cycle. Bah écoutez, merci beaucoup et merci à nos invités, à Adèle, à Laura, à René-Paul et à Geneviève. Merci beaucoup. Merci.